Ok. Salut Igor, Salut Pierre, comment tu vas? écoute, super et toi? Très bien, très bien. Donc aujourd'hui on est chez moi là, à Brest. Pour une fois que tu es à Brest, hein, parce que monsieur voyage beaucoup. C'est vrai, Ouais. Est-ce que déjà tu peux te présenter de manière générale? On rentrera dans les détails après, mais voilà, te présenter. carrément. J'aurais pu m'y attendre, l'exercice de la présentation. Oui. Euh, un exercice pas facile Mm. quand on y pense, parce que en fait, je trouve que l'exercice de la présentation, ça dépend vraiment d'à qui on parle. Mm. Je trouve qu'on a vite tendance à s'enfermer, tu vois. Si je parle du côté entrepreneur, après on va développer que Oui. l'aspect business. Si je parle du côté sportif, et en même temps, c'est quand même pratique pour les gens d'avoir Mm. un peu d'infos. Donc, comme la présentation qu'on va faire de nous, c'est pour s'adresser à quelqu'un, moi j'ai une question pour toi en retour. Ok. C'est déjà à qui je parle. Genre, selon toi, quel est ton auditeur? Que tu le saches ou que tu Ouais. l'imagines, tu vois. La plupart des gens qui vont m'écouter, ça va être des sportifs ou alors des gens qui veulent s'améliorer en continu un petit peu. Moi, en tout cas, c'est la cible que je vise. Après, est-ce qu'il n'y a que ça? Sûrement pas. Mais en tout cas, ouais, ça va être ça. Quelqu'un qui est un peu dans la recherche de s'améliorer, l'amélioration continue, tu vois. Ok, donc un peu dev perso et en C'est même ça, temps la partie street lifting, donc un peu. sport aussi. Et via peut-être STAPS, tout ce qui est même sport un peu plus Ouais, c'est global. ça. Ouais. Ok, bon, donc concrètement, qui je suis, donc là, je m'appelle Igor Blandin Schekman, originaire de Brest, même Mm. si depuis j'ai quand même pas mal vadrouillé. À l'heure actuelle, je me définirais comme entrepreneur, sportif et coach, et dans principalement deux domaines. Donc au niveau de l'entrepreneuriat, le domaine de la santé, Mm. et spécialisé dans la santé naturelle, puis dans le sport, plutôt tout ce qui va être calisthénie. Ok. Et dans la calisthénie, les battles d'endurance, donc qui est un sport très récent, franchement, qui a un petit peu, qui s'est démocratisé pendant le Covid grâce à Flo Marek. Et, euh, et donc que je pratique, et avec un petit palmarès, puisque je suis champion de France espoir en 2025. Mm. Et puis cette année, j'étais champion suisse, champion de Bretagne, et j'ai pas participé au championnat de France. Donc j'évolue, on va dire, top 5, top 10 France dans ce sport. Ce qui peut paraître impressionnant, mais ça reste Mm. un petit sport avec quelques centaines d'athlètes. Donc à la fois, c'est pas mal au niveau français, mais voilà, on est loin d'être top 5, top 10 France, que ce soit dans le cyclisme ou dans le tennis, ça n'a rien Oui, à voir, quoi. il y a moins de gens, quoi. Voilà, ça reste Ouais. du sport où on s'entraîne quand même globalement comme des sportifs de haut niveau. On va avoir les mêmes récupérations, les mêmes programmations, les mêmes entraînements, mais on va dire que c'est toujours plus facile d'atteindre le haut niveau quand on est moins de personnes. Mm. Et, euh, et puis surtout, on n'est pas rémunéré. Voilà. Oui. On n'a pas de rémunération dans ce sport. On se rémunère plutôt souvent via le coaching, la vente de programmes, les workshops. Mm. Tout ça, ce sont des choses que je fais aussi dans ce que j'appelle l'entrepreneuriat aussi, quoi. Ok. Et t'as quel âge du coup? J'ai 26 ans et je vais avoir 27 là dans 15 jours. Ok, ok, Je très pense que bien. quand le podcast sortira, j'aurai déjà Oui, 27 ans. possible, c'est possible. Ok. Mm. Pourquoi est-ce que tu n'as pas participé cette année au championnat de France malgré les réussites du coup d'avant? Ouais. Parce que... Et ben, c'est une super question. En fait, dans la vie qu'on peut avoir justement d'entrepreneur, athlète, euh, c'est un petit peu différent et j'en parle souvent avec donc, mon ami associé Flo Marek qui a Mm, lui touché aussi au plus haut niveau en battle de calisthénie mm, et qui est aussi un sacré entrepreneur. C'est qu'en fait, nous, c'est pas aussi simple que par exemple un footballeur pro qui n'a que ça à gérer. Il a que le football à gérer. mm, Nous, c'est vrai qu'en fait, on doit aussi gagner notre vie et se permettre d'avoir ce mode de vie d'athlète qui coûte cher oui, et qui est très prenant. La charge mentale, elle est énorme quand on est athlète. Et puis la récupération physique, elle est énorme. Donc en fait, si on veut performer, quand on regarde par exemple les crossfitters de haut niveau, ils s'entraînent quasiment tous 2 fois par jour. mm, Arrivé à un certain niveau, en fait, on est en bi-quotidien. Et en fait, bi-quotidien, ça demande, c'est pas juste, il y a les deux entraînements, se rendre à l'entraînement, bien manger autour, bien dormir autour, mais c'est aussi en fait gérer la fatigue. C'est-à-dire que quand tu es en bi-quotidien avec tes crossfitters, ils dorment énormément. En fait, ils font énormément de siestes, ils se reposent énormément. Tu vas essayer d'être dans des endroits calmes pour que ton système nerveux il puisse redescendre. Et donc, il faut gérer tout ça. Et l'année dernière, j'ai un peu fait une surcharge ouais, justement entre le côté entrepreneur-athlète. Ce qui s'est passé, c'est qu'après les championnats suisses que j'ai remportés en décembre, j'ai eu un down nerveux, mais pas un down que je peux avoir là, comme aujourd'hui par exemple, mm, où fin de cycle, hop, j'ai poussé un peu trop, je suis fatigué. Là, ça a duré plusieurs mois. Donc un peu comme une dépression, mais uniquement dans le cadre sportif, ok, où déjà dégoût du sport. C'est embêtant quand même, parce que mm, quand tu t'investis autant dans un sport, que tu as des échéances qui arrivent, si tu n'arrives plus à pratiquer parce que tu n'aimes plus ce que tu fais, c'est très compliqué. Et puis, en fait, des douleurs qui arrivent partout, aucune
enfin le nerveux est complètement cassé en fait, donc il n'y a plus aucune performance à l'entraînement. Et ça s'est passé en décembre. J'ai mis quelques temps à m'en remettre. Derrière, j'avais les championnats de Bretagne où toute ma famille venait. Donc là, je me suis repréparé vraiment chaque entraînement, chaque début d'entraînement. Je devais me faire une visualisation de la famille le jour de la Ouais. compète pour pouvoir faire des reps. Sinon, j'avais aucune envie, je voulais rentrer chez moi, quoi. Ok. Ou faire autre chose, à la Ouais. limite, mais aucune envie de m'entraîner dans ce sport. Et donc, c'est à la suite de ça où j'ai dû vraiment pousser, forcer mentalement, que je me suis dit, est-ce que cette année je fais les France? Sachant que j'avais peu d'espoir de faire un podium. En étant très honnête, j'aurais sûrement fait top 8, peut-être top 5, peut-être même si les étoiles s'alignaient podium. Hmm. Tout peut arriver, mais c'était absolument pas une certitude et je me disais, est-ce que j'ai encore envie de m'envoyer une prépa? Est-ce que j'ai encore envie de me forcer alors que j'en ai marre? Est-ce que j'ai encore envie de m'envoyer tous les sacrifices, toute la fatigue, de me dévier encore de mes projets professionnels pour aller chercher une 6e place que tout le monde aura oublié dans 2 semaines? Je me suis dit non, ça vaut pas le coup. Et il y avait d'autres raisons à ça. J'avais justement des mariages, des événements un peu familiaux qui me tenaient à cœur et j'ai préféré les passer au premier plan plutôt que l'aspect sportif que je passe au premier plan depuis quelques années. Il y avait également un argument qui est extrêmement intéressant, c'est la passion que j'ai pour ce sport. Ouais. Je suis un grand passionné et c'est un peu comme, voilà, il y en a qui vont être passionnés de NBA, de Formule 1, on a envie de suivre, de vivre l'événement. Et en tant que sportif, eh ben, souvent je passe à côté des compétitions. Ouais. Parce que, en fait, moi je suis pleinement dedans, donc tu as dû le voir en compétition en streetlifting. Des fois il y a des affiches, et putain, je sais pas, tu vas te voir un Baki Ludo, tu as envie d'être là, de regarder, de vivre, de suivre le truc. Mais non, en fait, parce que tu as tes lifts, tu as ton muscle-up à 10h du matin, tu as ci, tu as ça, et à la fin tu vas faire tes récupérations, nerveusement tu vas mettre ton cache-œil, tu vas mettre tes écouteurs, tu vas sortir dehors, et du coup tu vis pas la compétition comme les autres. Et à la fois en tant qu'athlète, c'est un choix qu'on Oui. fait, mais en tant qu'énorme passionné, j'avais envie de vivre pleinement ces championnats de France et du coup d'être extérieur, d'aider à l'organisation, d'aider à ce que la fête soit la plus belle possible. Et c'est ce que j'ai fait puisque je me Mm. suis engagé en tant que speaker, Oui. puisque tu étais là le jour J. Et je me suis régalé. Et en vrai, on m'en a beaucoup parlé, mais il n'y a pas une seule seconde où j'ai eu du regret. Il se serait exactement passé ce que je t'ai dit, donc j'aurais fait peut-être top 5, top 8, top 10, top 12 même peut-être. Mm. Alors que là, en fait, j'étais au plus proche de tous les athlètes. J'ai vibré, j'ai aidé les gens Ouais. aussi, de par ma qualité de speaker, à vibrer avec nous. Voilà, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice, un petit peu d'aide aux organisateurs d'Atlas Mm. qui font un boulot absolument monstre. Donc pouvoir aider juste un petit peu, c'est déjà chouette pour eux. Et donc voilà pourquoi j'ai pas participé à ces championnats de France. Ok. Et justement, ce côté speaker là, quelqu'un qui nous écoute, qui va se dire, ok, speaker c'est bien, mais c'est pas trop prenant. Et moi, je sais pour connaître des speakers et en avoir vu, qu'à la fin de la journée, vous êtes complètement rétamé. Ouais. Et justement, est-ce que ce côté-là où tu étais un petit peu, en quelque sorte, est-ce qu'on peut qualifier ça de surentraînement un petit peu ou pas forcément? Au moment où j'étais speaker, non. Ouais. Mais c'était quelque chose qui a été justement plus tôt dans l'année Ok. et qui m'a amené à reconsidérer le choix de participer. Mais au moment j'étais en pleine forme au moment Ok, où j'ai au fait les moment. France. Ah oui, ok. Ouais. Ouais, c'était ça mon truc. C'était par rapport à quoi du coup? Bah, du coup, justement, si t'arrivais avec ta fatigue accumulée à gérer faire speaker. Eh ben, c'est Mais quand du même coup, une bonne question parce que j'ai tapé, je pense, mon premier épisode de déprime. Hmm. Donc, tu vois, on va avoir. Alors, moi, je suis pas expert là-dedans, hein, mais on va dire que des déprimes répétées ou une déprime très longue, ça va être peut-être appelé une dépression Hmm. ou une facilité à avoir des déprimes, tu vois, ça va être un cas avec un terrain de dépression. Ouais. Eh ben, j'ai eu ma première déprime après un enchaînement en fait où j'ai enchaîné du coup 3 week-ends. Le premier week-end j'étais je crois c'était le festival du potentiel humain, donc un festival de la santé sur lequel j'étais invité, où pareil je me suis beaucoup donné, j'ai rencontré beaucoup de gens, donc des week-ends très fatigants, que j'ai enchaîné directement avec les championnats de France où j'étais speaker. Donc là oui, comme tu dis, pendant 2 jours, on se lève plus tôt que tout le monde, on se couche plus tard que tout le monde, on doit réserver sa voix, il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Bon, si j'avais été que speaker, ça aurait encore été, mais là j'avais genre 7 casquettes différentes, parce que en fait c'était moi aussi qui allais chercher les athlètes, qui préparait, qui plaçait, Ouais. et on n'était que quelques bénévoles le jour J, sans compter les juges, heureusement qu'ils étaient là, mais sinon on n'était que quelques bénévoles à vraiment être un peu plus dans l'organisation, gérer aussi avec le côté streetlifting, parce Ouais. que pour rappel, c'était une compétition qui mêlait d'un côté l'endurance et de l'autre côté le streetlifting, une première en France. Ouais. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à gérer, qui fait que la tête, elle est en feu. Suivi de ça, je suis à peine rentré que j'ai dû déménager. Déménager, pareil, charge mentale énorme, tous les cartons à faire, laver toute une grande maison. J'avais 14 heures de route pour faire Palavas-Brest en voiture, Ok. que je devais taper en une seule journée, etc., pour des questions de voiture de location. Et quand je suis rentré ici, j'ai à peine eu le temps de décharger la voiture, enfin, de décharger mes affaires, que le lendemain matin, je repartais en camp Trinity.
qui est une de mes sociétés avec Flemarec. Ouais. Et donc là, j'organisais un camp sur plusieurs jours. Heureusement, j'ai une personne formidable qui s'investit de plus en plus dans l'entreprise, qui a un peu pris le lead et qui nous a permis de nous décharger. Sinon, moi, je n'allais pas être en capacité de pouvoir leader comme je le fais habituellement. Mais en fait, l'enchaînement des trois, quand je suis rentré chez moi, je me rappelle, c'était la fête des mères, je crois que c'était ça. Ou alors c'était après. Enfin bref, je suis rentré chez moi j'ai tapé un KO. Et pendant plusieurs jours, impossible d'avoir une quelconque sécrétion de sérotonine, dopamine, etc. Mm. Je suis rentré chez moi, j'avais rien envie de faire. Et c'est-à-dire que j'avais même pas envie de regarder un film, j'avais pas envie de me doucher, j'avais pas envie de manger, j'avais aucunement faim. J'avais pas envie de dormir, mais en même temps je faisais que ça parce que j'étais KO. Ouais. J'avais envie de rien, j'avais plus aucune action sur Terre qui me provoquait le moindre Le frisson. plaisir et tout. Voilà, et donc c'est vraiment les signes voilà, d'une déprime où en fait hormonalement tu es complètement mort. Donc ça fait partie des différents systèmes, tu as le système nerveux mais tu as le système endocrinien. Et Mm. en fait là j'étais capote quoi. Et donc pendant 3 jours, plus rien. Donc t'as plus rien envie de faire. J'avais même pas envie de scroller. Donc en fait j'ai resté là, j'ai dormi je crois 39 heures en 3 jours. Ok. Donc en gros je passais mon temps à dormir. Je dormais le matin, je faisais rien de la matinée où je faisais on va dire allez, 2 heures de travail vraiment et j'arrivais à rien à faire. Je redormais l'après-midi et le soir je me recouchais tôt. Voilà. Ouais. Et donc, mine de rien, quand même si j'étais dans une bonne période, le speaking m'a quand même amené une fatigue. Et donc, c'est des sujets dont j'ai beaucoup parlé ensuite, justement, avec Flo. Et en fait, lui m'a dit maintenant, il ne refait plus l'erreur. S'il a un déménagement, il prend une semaine off après. Mm. Mais pas forcément off-off. Mais en gros, c'est pas une semaine dans laquelle il va s'engager. Ok. Il a un camp, 3 jours après off. S'il faut, il se cale un spa, une séance de ciné, vraiment tranquillou. Pareil, si compète, pareil, bon, ça on le fait déjà. Tu vois, Mm. compète, on fait souvent la semaine off. Bah, en fait, c'est pour se protéger en tant qu'entrepreneur, c'est maintenant, en fait, je vais faire la même chose, hein, mettre des semaines off, 2-3 jours vraiment off après, mais prévus. Et si on me propose des choses, bah non, je désolé, je pourrais pas. Même si c'est une bonne opportunité, je vais me préserver parce Ouais. que je peux le faire. Moi, j'ai eu l'impression que je pouvais le faire pendant 2 ans où j'enchaînais. Et à un moment où tout explose, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, c'est comme ça que tu as réussi à sortir un petit peu de cet épisode entre guillemets dépressif, ou alors tu avais d'autres mécanismes pour t'aider justement. Eh bien, en fait, l'épisode dépressif, souvent, il est révélateur aussi d'autres problèmes. Ça Ok. peut être d'autres angoisses, etc. Donc là, c'est trop tôt pour le dire parce que donc, c'est arrivé il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi, cet épisode de déprime. J'en ai pas eu d'autres depuis, donc ça veut dire que j'ai réussi à sortir de ça. C'était flippant, hein, Mm. parce que quand tu as la première déprime de ta vie, ça m'était déjà arrivé d'avoir des chagrins d'amour, des choses comme ça, mais là, c'était juste un surmenage. Ouais. Et c'était pas uniquement sportif, parce que quand je te parle de ça en décembre par rapport à la compétition suisse, c'était que sportif. Mm. Le reste du temps, j'avais de l'énergie, je faisais des choses, etc. Là, c'était un surmenage global, tout le système qui explose. Et je me suis dit, bah, en fait, est-ce que je suis pas allé trop loin? Est-ce que c'est réversible? Quand tu es en plein dedans, tu sais pas trop, tu vois. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, bah, en fait, je suis allé voir mon environnement. C'est-à-dire que je suis allé en parler à des amis. Ok. Je leur ai dit, voilà, donc c'est là où c'est hyper important. Je crois qu'on quitte gentiment le mois de la santé mentale chez les hommes, Ouais. mais c'est hyper important et c'est des choses où, quand on est entrepreneur, on a parfois envie de se montrer meilleur que les autres, de se montrer invincible, etc. Et je crois que le podcast Ego, c'est Mm. aussi pour dire bah non en fait. Et donc j'en ai parlé à des amis. Heureusement, j'ai des personnes autour de moi extrêmement bienveillantes à qui je peux tout dire et à qui j'ai dit bah voilà, j'ai explosé là, j'ai plus envie de me doucher, j'ai plus envie de manger, j'ai plus envie de me branler, j'ai plus envie de, il y a aucune envie. Et puis ces personnes-là m'ont dit ok bah écoute, on se fait un call, tout ce qu'on veut c'est avant le call, on va chacun faire une introspection, comme ça nous aussi on joue le jeu, chacun Ok. fait ça. Toi t'as rien à faire, tu fais ton introspection, c'est tout ce qu'on te demande et comme ça quand on s'appelle on en discute. Et donc c'est grâce à ces deux amis aussi. La seule chose que j'ai fait, comme j'avais cet appel, cette petite deadline, bah j'avais rien envie de faire, mais je me suis dit bah écoute je vais quand même faire l'introspection, ils sont gentils, ils prennent de leur temps pour m'aider, je vais au moins faire cette introspection, j'avais rien envie de faire. Ouais. Et en faisant l'introspection, bah, j'ai trouvé des choses que j'ai creusées et ça commençait un peu à me réintéresser. Et je me suis dit, ok, oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai un peu ça en background et je suis allé chercher exactement ce que c'était, pourquoi ça me prenait de l'énergie. Et donc, on a beaucoup parlé pendant l'appel. Il s'avère qu'eux aussi, ils avaient des choses à sortir et que l'introspection leur avait été utile parce que je crois qu'il y a peu de moments dans la vie où Mm. faire une introspection est complètement inutile. Ouais. Et donc de là, en fait, ça m'a un peu relancé. On s'est dit, ok, on se refait un appel semaine prochaine, tu vas mettre en place ces actions. Donc là, je me suis appuyé un peu sur mon environnement, sur mes amis, comme une béquille pour sortir un peu de ça. Et franchement, seul, peut-être que je m'en serais sorti, peut-être pas, mais dur à dire, tu vois. Ok.
Et comment tu vois, le mot introspection, on comprend tous, mais comment est-ce que tu fais jouer les mécanismes justement de cette introspection? Comment est-ce que tu dis, ok, je vais faire une introspection? Ben, en final, qu'est-ce que c'est une introspection? C'est se poser des questions vis-à-vis de certains sujets. C'est prendre le temps de sortir des choses, de les mettre à l'écrit par exemple, pour sortir un peu des choses qu'on peut avoir au fond de nous. Souvent, on va avoir des choses un peu terrées en nous qui sont vagues, qui sont Mm. assez floues. Et le fait de les sortir une par une, bah, de les coucher sur papier, on va pouvoir vraiment les matérialiser. Tu vois, ne serait-ce qu'écrire sur une feuille, c'est plus quelque chose que j'ai en moi, ça existe parce que c'est marqué là. Ouais. Ça fait partie des fondements de l'écriture, c'est un autre sujet. Mais en fait, pouvoir avoir une vision extérieure sur un problème qu'on a écrit, c'est le matérialiser, c'est le rendre réel. Et donc concrètement, là par exemple, dans le cas de cette introspection, quel type d'exercice on a fait? Parce que finalement, c'est ça, hein, l'introspection. Il y a différents types d'exercices. Là, on peut voir avec ChatGPT, il y a énormément de ressources sur Internet Mm. sur quels exercices mettre en place. Et en fonction de ce qu'on veut atteindre ou de ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut comprendre sur nous, on a des questions qu'on va se poser. Là, en l'occurrence, les questions qu'on s'est posées, c'était qu'est-ce que j'ai accompli depuis juin dernier, donc c'était du coup jusqu'à fin mai. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai accompli pendant un an, de quoi je suis fier finalement, qu'est-ce que j'ai fait dont je me souviens et vraiment c'est des choses, je suis fier de les avoir fait. Et avec plusieurs domaines à chaque fois et aussi qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, de quoi je ne suis pas fier et de vraiment de les dire haut et fort, quoi. Ok. Ça j'ai fait de la merde, voilà, je suis pas fier de ça, j'aurais pu faire beaucoup mieux, etc. Mais plutôt que de se flageoler, c'est plutôt les accepter. Dire en fait c'est passé. Alors pendant cette année, bah, j'ai pas été suffisamment bon à mon sens dans ce domaine. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai délaissé ce domaine? Il n'y a jamais de faute. euh, en fait, bon, c'est une vision des choses, mais il n'y a jamais réellement c'est jamais réellement la faute ou la responsabilité de quoi que ce soit, dans le sens Mm. où moi je suis le premier à vouloir me responsabiliser, donc je vais toujours prendre les choses, mais c'est pas parce que je vais me responsabiliser que je dois me faire du mal. Alors comment expliquer ça? Euh, En fait, en l'occurrence, là, donc on va aller dans le fond du problème. Mm. La grosse chose qui me créait de l'anxiété, c'était un manque de travail vis-à-vis d'un projet personnel Ok. que j'avais délaissé au profit d'autres projets. Donc c'était très bien parce que j'avais priorisé d'autres projets qui, eux, ont été menés à bien et qui ont avancé. Donc tu vois, déjà, rien que le voir en fait pourquoi j'ai pas avancé sur ce projet-là, ça met déjà d'autres choses positives Mm. qui montrent que non, Igor, c'est pas aussi simple que tu es une merde, Igor, parce que c'est parfois des discours qu'on peut avoir. On va dire les choses clairement. Mm. Et donc plutôt que de dire ouais, t'es une merde, t'as pas avancé sur ce projet, c'est ok. Pourquoi? Ah bah oui, parce que je me suis vachement investi dans celui-là, celui-là. Mais ensuite, pourquoi je ne me suis pas plus investi? Est-ce que ce projet-là, est-ce que j'ai des peurs par rapport à ce projet? Tu vois? Est-ce que finalement ce projet il me plaît tant que ça? Est-ce qu'il me représente tant que ça? Est-ce que je suis tant que ça aligné avec? Et finalement se dire ok, je suis pas aligné avec, pourquoi? Je comprends pas. La mission de fond de ce projet me plaît. Est-ce que c'est la forme de ce projet finalement qu'il faut que je revoie pour être plus aligné? Et en fait, tu vas aller chercher des réponses hyper intéressantes. Et Mm. plutôt que de s'acharner dans la discipline, dans ouais, j'ai ce projet, il faut que j'avance, contre vents et marées, alors qu'en fait on n'est plus du tout aligné, bah, parfois en fait en se posant ces questions, on peut se dire ah mais ok en fait la façon dont je l'ai apporté, en fait je suis pas convaincu. Donc si je le mets différemment, et bam on retrouve la flamme, tu vois. Et moi c'est exactement ce que j'ai fait. Il a fallu que je me reconcentre pour me dire ok pourquoi ce projet a été mis de côté, pourquoi je suis plus aligné avec ce projet, pour justement bah, un peu me réaligner et retrouver la flamme. Et directement, bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Euh, et voilà, donc je m'étale un petit peu, je divague un petit Ouais, peu, ouais, je comprends, ouais. mais il y a cette question vraiment de responsabilité où, oui, je suis responsable, mais plus important que juste je suis une merde, je suis responsable, eh ben, se dire, ok, qu'est-ce qui fait en moi que je ne suis pas allé naturellement vers ce projet? Parce qu'on voit bien que quand un projet nous tient à cœur, ben, on arrive à se rendre extrêmement discipliné, on arrive à agir, à être extrêmement productif. Donc, qu'est-ce qui fait que sur ce projet-là, je patine en fait? Ouais. Pourquoi? Ok. Ouais, tu as beaucoup de principes, entre guillemets, qui relèvent de livres que j'ai pu lire de développement personnel. Par exemple, tu vois, ça va être sur la responsabilité. Mark Manson, celui qui a fait l'art subtil de s'en foutre, là, Mhm. il lui dit que au lieu de justement se déresponsabiliser, oula, on a compris, Déresponsabiliser. de tout, fallait justement prendre la responsabilité de tout, mais sans pour autant être trop dur avec soi. Et ça, ouais, c'est vrai que C'est c'est un exactement truc ça. que je ressens, ouais. Et moi, je trouve que c'est un des fondements de base du développement personnel. C'est quand même de prendre toutes les responsabilités. Vous êtes responsable de tout. Ouais. Et ça va dans un extrême. C'est-à-dire que, en fait, même si demain je me fais
écrasé, ou enfin renversé par une voiture, écrasé c'est peut-être un peu fort, ben en fait il faut quand même que je me dise bah, c'est moi qui ai pris ce vélo et c'est moi qui suis parti sur cette Ouais, route. Tu vois. Même si ça n'a pas de sens, en fait, de toute façon, mettre la faute sur l'autre, qu'est-ce que tu veux faire? ça En va pas fait, t'avancer. Ouais. ça va pas t'aider à avancer. Par contre, il faut pas tomber dans le truc de ouais, j'ai pris ce vélo, je suis une merde. Non, ça n'a aucun Ouais, sens. En fait, tu as juste pris ton vélo parce que tu devais te rendre d'un point A à un point B. Mais ça, c'est hyper important et on le voit beaucoup trop, même dans mes relations sociales, je vois beaucoup trop de gens se déresponsabiliser, ouais, tu vois. Et moi, tu me verras jamais, par exemple, dire, par exemple, moi, je suis quelqu'un enfin, je suis souvent en retard. Ou par exemple, si je réponds pas à des vocaux, alors, soit il y a vraiment le truc de, bah, en fait, je l'ai pas vu passer, parce que ça mm, arrive que je loupe plein de choses. Mais quand j'ai vu quelque chose passer et que j'ai pas répondu, ben, je vais jamais dire, ouais, j'ai pas eu le temps. Ça, tu m'entendras jamais dire. ouais, Tous ceux qui me connaissent, je dis jamais, j'ai pas eu le temps. mm. Non, je dis tout le temps, parce que c'est quelque chose pour moi de très important. Je n'ai pas pris le temps. Ouais, c'est ce Salut que mon j'allais gars, dire. je n'ai pas J'adore. pris le temps de te répondre. Et en Ouais, fait, quand tu marches avec que des gens qui sont dans l'honnêteté et qui comprennent ce principe-là, moi je ne me suis jamais offusqué que quelqu'un me dise salut mec, désolé, j'ai pas pris le temps. Je me dis ok, tu as géré tes priorités. Au pire, ouais, ça veut dire que je suis pas une priorité. mm, Voilà, donc ça, je l'accepte et je l'entends. Tu as le droit d'avoir tes priorités. Et puis, bah, le mec revient quand même vers toi, il te le dit avec honnêteté. Salut mec, j'ai pas pris le temps, j'ai priorisé autre chose. Et en fait, je préfère mille fois ça qu'un mec qui me ouais, dit ouais, désolé, j'ai pas eu le temps. Non, c'est pas que t'as pas eu le temps. Le temps, tu le trouves. En fait, t'es allé faire mm, caca, t'aurais pu répondre au vocal, tu c'est vois. ça. Donc maintenant, tu me dis j'ai pas pris le temps. Et comme ça, c'est une question de responsabilité. Et en fait, libre à toi de gérer tes priorités comme tu le souhaites. Et voilà quoi. Ouais. Ça, c'est la notion avec laquelle je fais chier tout mon entourage. C'est quand on me dit j'ai pas le temps, je dis non, t'as pas le temps, t'as pas pris le temps. Et c'est vrai que c'est des argumentaires que les gens ont du mal à prendre en eux, entre guillemets, comme le fait bah, du coup de se responsabiliser. La notion au début, quand je l'ai apprise, parce que ça s'apprend entre guillemets, je me suis dit ah ouais, responsable de tout, c'est quand même bizarre, tu vois. Mais en fait, une fois que tu le comprends, c'est vrai que c'est mieux. Ouais. Oui, c'est vrai que là, moi, je suis allé directement dans l'exemple extrême Ouais, du vélo. Et c'est justement l'exemple où, en fait, tu dis, mince, je suis pas sûr du truc, tu vois, quand on me donne le vélo. Mais c'est parce qu'en fait, il faut comprendre des exemples plus basiques où le fait de se responsabiliser, ça t'apporte les clés de tout. Et pour moi, c'est la base euh, dans la façon de penser. Et d'ailleurs, quand je rencontre quelqu'un, je vois très vite s'il se responsabilise ou pas. mm, Et ça en dit toujours enfin, ça en dit toujours long sur sa personnalité et sa mentalité. Et je trouve ça tellement agréable une fois que tu évolues dans des milieux où tout le monde se responsabilise. Bah en fait, ça y est, on arrête de remettre la faute sur l'autre, on arrête en fait, on prend les choses en main. Et du coup, tu as des gens qui passent beaucoup plus à l'action, qui sont beaucoup plus maîtres de leur vie aussi, parce qu'en fait, ils savent que seuls eux ont les rênes, dans le sens où en fait, il y a énormément de choses qui sont en notre contrôle, mm, beaucoup plus qu'on ne le pense, de par juste en fait la manière dont on pense. Et ben, justement, le fait de se responsabiliser, ça permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités à droite à gauche, parce que c'est la façon dont on pense qui agit sur la manière dont on agit aussi. Voilà. ouais. Et le côté aussi pour pas, pour la personne qui nous écoute là, pour pas tomber dans le justement ce que tu disais de ouais je suis une merde machin. Se responsabiliser, ça veut pas du tout dire ça. Donc des outils qui peuvent être intéressants, ça peut être par exemple se faire une comme David Goggins faisait, c'est une cookie jar. Donc en gros se lister tout ce dont tu es fier de ce que tu as réalisé dans ta vie. Et au moment où tu es mal un petit peu, bah, tu regardes ce que tu as fait. Et naturellement, tu vas aller un petit peu mieux. Mm. Bah regarde, finalement, c'est ce que j'ai fait dans l'introspection dont on parlait, puisqu'après c'est vrai qu'on a divagué, mais Mm. ça risque d'arriver encore. Euh, C'était finalement de juin dernier à juin, là, donc enfin, on va dire 31 mai, 31 mai, ce dont je suis fier. Et donc là, littéralement, Mm. mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bien, en fait, parce que l'année, elle a été extrêmement dense. Et moi, je voyais que ce problème de, ouais, mais mon projet perso, il n'a pas avancé, il n'est pas lancé comme je le voudrais. Et donc, je voyais que ça, ce Mm. qui est hyper négatif. Alors qu'en Oui. fait, j'ai passé l'année à droite à gauche, à organiser des événements, à faire des conférences, à gagner des compètes. En fait, j'ai fait tellement de choses cette année, enfin, que je trouve génial, que m'arrêter uniquement sur ce point noir, bah, c'est stupide. Et c'est justement le mauvais côté de la responsabilisation où des fois tu vas te flageoler et te rendre coupable, alors qu'en fait il y a plein d'autres choses à voir. Et c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Ouais. Et l'être humain lui-même est complexe parce il voit entre guillemets que le négatif et n'est jamais satisfait. Et ça, c'est d'ailleurs le sujet d'un des prochains podcasts que j'ai prévu de faire parce que en fait, c'est un problème qu'on voit vraiment chez beaucoup de gens quoi, qui n'arrivent pas à tirer le positif de leur vie, ne Ouais. voient que le négatif et même quand ils ont réalisé quelque chose de positif, n'arrivent pas à être, ils sont pas satisfaits quoi. Ouais. Mais l'être humain en général n'est
très peu souvent satisfait, quoi. Toujours. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque partout, mais on est toujours attiré par le négatif, on retient toujours le négatif. Et ça, c'est pareil, c'est un vrai travail à faire sur soi. Alors, je Mm. ne saurais pas dire si c'est culturel, alors j'imagine que forcément ça dépend des cultures, mais c'est Ouais. aussi l'humain en règle générale. Et moi, je suis toujours la personne dans mes relations qui voit le verre à moitié plein. Mm. Et j'ai beaucoup de mal avec les gens qui voient le verre à moitié vide, quoi. C'est un peu des batailles constantes parce que je trouve que en fait, c'est se rendre la vie beaucoup plus difficile que de voir en permanence le verre à moitié vide, Ouais. alors que on peut toujours renverser les choses et voir du positif quelque part. Mm. Et dans toutes les situations pareilles sur lesquelles on n'a pas le contrôle, on peut toujours voir du positif. Et je trouve que parmi les façons de se rendre heureux, c'est pas forcément la première, je ne mettrai pas ça dans un top 3, mais voir le positif chaque jour quand on se lève, c'est quand même extrêmement important selon moi. Et je parle même pas juste de la gratitude, en fait déjà je me réveille le matin, hop j'ai de l'eau qui coule, qui est de l'eau propre, j'ai de quoi manger dans mon frigo, tout va bien, etc. Ça c'est la base, mais juste en fait dès qu'il nous arrive une nouvelle situation qui peut paraître désagréable, la voir comme positive. Moi je sais que ça m'arrive beaucoup, et quand j'ai des choses désagréables, souvent ces derniers temps je vois ça vraiment comme un test. Ok. Donc quand je me prends une douille par une compagnie aérienne ou une... Enfin bref, il m'est arrivé pas mal de choses comme ça récemment. En fait, je me dis, ok, déjà c'est un test, est-ce que tu t'énerves maintenant ou est-ce que tu es capable de rester calme, tu vois, Ouais. ok. Donc en fait, je vois toujours ça un peu comme un challenge. Et tout ce qui est financier, monétaire, je me dis toujours, bah écoute, si t'es pas content, Igor, fais plus d'argent. Voilà. Hein, tu dois payer enfin tu t'es fait avoir par les petites lignes d'un contrat. Ok, bah écoute, fais plus d'argent pour passer à autre chose. Et puis surtout, c'est une leçon pour la prochaine fois, tu vois. Mm. Et donc, sur le moment, tu pourrais dire, ah là, je me suis fait avoir, c'est chiant, ma journée est flinguée. Et en fait, non, non. Moi, je vais directement me dire, ok, ah déjà, regarde, j'ai pris une grande inspiration, je suis resté calme. Je me suis même pas énervé. Donc, même pas de petite hausse du cortisol. On est Ouais. bien. Ensuite, ok, bah écoute, ça me réarrivera plus jamais. Parce que, en fait, la petite ligne dans le contrat, maintenant, ah bah je le saurai, tu vois. Et Bien puis, sûr. si je suis pas content, bah faut que je fasse plus d'argent. Bon, bah tiens, très bien. Allez, je m'en mets au boulot. T'imagines la différence de gestion entre la personne qui va ruminer toute la journée Ouais. et va dire non mais fais chier, bon bah du coup j'ai pas envie de bosser aujourd'hui, bon bah du coup ma séance est flinguée, etc. etc. Et l'autre qui va voir ça et qui va bim rebondir, et bah tu mets ça sur tous les jours de l'année, bah ça fait une grosse différence quoi. Ouais. Et aussi sur tes proches, parce que c'est très très contagieux les Oui. émotions. Et c'est pour ça en fait que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui voient le verre à moitié vide tout le temps, c'est qu'ils se rendent pas compte, mais on est des éponges à émotions. Mm. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est une responsabilité individuelle que d'être good vibes, tu vois, Ouais, que ok. d'être positif. Et alors, tout le temps positif, évidemment, ça arrive d'avoir des mauvaises passes, Mm. mais au global, si tu draines tout le temps l'énergie des gens avec qui tu es, bah, c'est normal qu'ils ne veuillent plus être avec toi. Alors que si, bah, évidemment, c'est des passages, c'est des passes, d'accord, mais si c'est juste ta mentalité, bah, je suis désolé, j'ai pas envie d'être au quotidien avec des gens qui vont Ouais. drainer mon énergie. Et on le voit bien dans les groupes, tu en as vraiment qui apportent de l'énergie, dont les autres se servent, et tu en as qui drainent l'énergie. Et c'est bien quand il y a une dynamique où ça change. Des fois tu apportes, des fois tu en as besoin, donc tu Mm. vas drainer, mais si c'est toujours la même personne qui draine, toujours la même personne qui apporte, bah, au bout d'un moment, les personnes qui apportent, elles sont épuisées, quoi. C'est vrai. Ouais. Et justement, on parlait des gens en général, de leur manière d'être, de l'être humain en général. Est-ce que pour toi, c'est une question un peu générale, mais est-ce que pour toi, c'est possible de changer les gens? Est-ce qu'on peut changer les gens? Ah là là, c'est une sacrée question. Mm. Comment répondre à cette question? Bon, déjà, je sais que ma réponse sera imparfaite, parce que je pense que si je voulais... Enfin, imparfaite. Dans tous les cas, il n'y a Oui, pas de réponse parfaite. Mais oui, ce que c'est je veux sûr. dire, c'est que c'est le genre de question sur laquelle j'aimerais, tu vois, prendre un papier, un stylo Ouais. et essayer de la décortiquer un peu plus dans le sens philosophique des choses. Mm. Mais si je devais répondre comme ça de manière spontanée, est-ce qu'on peut changer les gens? Putain, En fait, c'est une question qui ouais. vient toucher tellement de sujets. Et c'est vrai que moi je le vois de deux manières. C'est est-ce que tu peux changer les gens comme moi là je te parle toi en réel, mais après il y aura tout le côté où est-ce qu'on peut changer les gens, quelqu'un qui habite aux États-Unis, est-ce que je peux le changer? Ah oui. C'est pas pareil, tu vois. Mais il y a ça, et puis il y a, en fait, déjà, est-ce que les gens peuvent changer? Et à partir de quel moment on estime qu'on a changé, tu Oui. vois? C'est déjà plus complexe que ça. Parce que, est-ce que par exemple, quelqu'un qui va changer d'avis sur un point, il a changé, tu Mm. vois? Ou il a juste changé d'avis? Oui. Déjà, en fait, qui on est, tu vois? Ça revient un petit peu aux bases de l'identité. C'est pour Ouais. ça que je trouvais difficile de me Elle est présenter. dure comme question. Parce que c'est qu'est-ce qu'on estime, à partir de quand on a changé quelqu'un et pas juste un de ses avis ou une de ses opinions. Ouais. Donc ça veut dire que c'est des choses suffisamment fondamentales. Donc par exemple une vision de la vie. Là on dit qu'on a changé parce qu'on a changé de vision de la vie. Mm. Mais donc c'est très complexe. Moi je pense qu'il y a plutôt des choses qui sont vraies comme
on ne peut pas changer quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Tu vois, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Donc là, dans ce sens-là, je pense que non. Hmm. Mais en même temps, avec les bonnes méthodes, qui sont parfois pas des méthodes coercitives, donc pas des méthodes qui vont être dans l'affrontement de l'autre, mais plutôt par exemple par l'exemple. Tu vois, Ok. finalement, les enfants, ils changent au fur et à mesure de leur éducation, ils évoluent, et souvent via l'exemple, le modèle des parents. Donc je pense que on peut, dans tous les cas, apporter du positif et, euh, et apporter de la réflexion chez les gens. Euh, mais après, les changer, je pense que ce sera à définir. Tu vois. Ouais, C'est compliqué comme question. c'est vrai que c'est trop général, ouais. Mais ouais, elle est solide comme question. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on peut, je pense, influencer, ça oui. Est-ce qu'on peut changer à proprement parler? Et, comme tu dis, il faut définir changer. Ben, c'est ça. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est une question qui revient souvent, je trouve, un petit peu quand on veut aider quelqu'un ou quand on n'aime pas la façon dont une personne se comporte. On sait pourquoi elle fait ça, on sait ce que ça lui fait en négatif. On essaye de l'aider et on voit que ça ne veut pas l'aider. Tu te demandes, bah, est-ce qu'on peut changer les gens ou pas? Oui, mais en fait, je pense qu'on se méprend souvent sur la façon dont on peut aider les gens, pour la simple et bonne raison que souvent on veut changer les gens comme nous, on a changé, Oui. ou comme nous, on pourrait nous faire changer. Ouais. Et en fait, on fonctionne tous tellement différemment, et c'est une énorme compétence qu'ont certaines personnes et que n'ont pas d'autres personnes, c'est cette intelligence émotionnelle, cette intelligence relationnelle, sociale, que de comprendre, ah oui, moi je fonctionne comme ça. Si j'avais son souci, il faudrait qu'on me dise ça. Ouais. Mais si moi je lui dis ça, ça va pas fonctionner. Lui, il faudrait que je l'aie plutôt de cette manière-là. Ouais. Et je vais employer, même si ça ne fonctionnerait pas avec moi, je sais que ça va fonctionner avec lui. Et quand tu arrives à ce niveau-là, là, c'est vraiment très très fort, c'est un petit peu le but. Mais du coup, voilà, souvent on se méprend sur la façon dont on doit changer parce qu'on estime que puisque moi je change de cette manière, ou puisque c'est ce qui m'a aidé à changer, par exemple, oh j'ai arrêté de fumer comme ça, bah Mm. mec, ça va forcément t'aider. Non, il a peut-être un fume, enfin il fume peut-être pour différentes raisons, il a peut-être des façons de fonctionner, des fonctionnements de la récompense qui sont très différents, Ouais. une histoire qui est très différente. Donc tes mots vont pas forcément l'aider, même s'ils t'ont aidé toi. Tu vois. Mm. C'est là qu'on voit que la psychologie humaine est pas facile, très Non, complexe. hyper complexe. Ouais. Ouais. Euh, Sur Instagram, tu t'appelles Optimize by Igor. C'est vrai. Voilà. Donc si vous voulez retrouver Igor sur Insta, au moins on sait. Est-ce que tu peux un petit peu définir pourquoi ce nom, même si tu l'expliquais un petit peu avant, et bah, qu'est-ce qui te définit toi-même en tant que optimisateur, entre guillemets. Je ne sais Mm. pas si on peut dire ça, mais tu me rectifieras. Ouais. Bah, à la base, j'ai créé ce compte Instagram quand j'ai développé ma première entreprise, qui était une entreprise de coaching en ligne, qui mêlait la calisthénie et l'optimisation du mode de vie. Ouais. Donc en fait, j'avais une offre où j'accompagnais mes clients dans donc à la fois programmation, calisthénie, correction technique, et en même temps amélioration du mode de vie. Donc moi, je marche avec 5 piliers dans ce que j'appelle le mode de vie: sommeil, alimentation, qui comprend l'hydratation, mouvement, qui comprend à la fois tout type d'activité physique, mais aussi la marche et l'activité douce, le stress. Donc là, on va parler surtout de stress chronique, mais en soi, ça peut être tout type de stress. Et ensuite, l'environnement. Et l'environnement, ça va être tout ce qui va être également, par exemple, pesticides, perturbateurs endocriniens, PFAS tu vois, dans les poêles. Ça va être aussi tout ce qui va être cosmétique. Ok. Donc déodorant, utilisation de savon, crème solaire hein, également. Mm. Et ça va être également l'environnement lumineux, donc spectre lumineux, etc. Donc l'environnement, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Donc voilà, j'ai 5 piliers. Et à la base, donc j'avais cette offre mix calisthénie optimisation. Et donc je m'étais dit, bon, allez, je vais m'appeler Optimize by Igor. J'en avais un peu marre des noms Igor SW, tu vois, Mm. qu'on voit partout. Mm. Et je me suis dit, j'ai un peu envie de changer ça. Et à la base, l'optimisation, selon moi, c'était pour aller un petit peu plus loin. Donc j'ai beaucoup changé d'avis par rapport à ça. C'est-à-dire qu'initialement, l'optimisation, c'était t'es sportif, tu manges déjà bien, tu dors déjà bien. Et ben écoute, on va aller beaucoup plus loin et en fait, on va utiliser par exemple une montre connectée pour traquer tes pas et aller un petit peu plus loin, peut-être utiliser certains gadgets externes Mhm. pour aller plus loin. Et c'était un petit peu la première vision que j'avais. Et en fait, en évoluant, en me renseignant toujours plus sur les 5 piliers dont je t'ai parlé, je me suis rendu compte qu'en fait, les bases n'étaient déjà pas acquises selon moi. Ok. C'est là où en fait je me suis vachement rapproché du mouvement naturopathe, Naturel, ouais. santé naturelle. Donc
Là, pareil, il y a beaucoup de gens qui ont une vision un petit peu santé naturelle. Oui, manger des feuilles, pas du tout. On est vraiment sur en fait, des trucs qui sont le fondement de votre santé. Donc, par exemple, juste améliorer votre sommeil via l'amélioration du rythme circadien, qui est vraiment en fait c'est la santé naturelle, c'est la base des bases des bases. C'est un petit peu ce que tu retrouves comme dénominateur commun de tout ce qui est médecine chinoise, médecine française à l'ancienne, enfin toutes les médecines qui datent depuis des milliers voire millions d'années sont basées sur ces principes qui sont vraiment fondamentaux. Et donc en fait en évoluant, je me suis dit mais en fait les gens ils n'ont pas les bases. Ils pensent que, enfin voilà, rien que il y a trop de choses qui sont erronées et elles sont erronées principalement parce que aujourd'hui le système, Ouais, et je déteste ce mot mais en même temps j'ai pas d'autre mot, le système, donc on va dire la façon de penser actuelle n'est pas une façon de penser qui est basée sur le bonheur ou la santé des gens, mais qui est simplement basée sur l'économie. ouais. Voilà, c'est vraiment, on vit dans un système Mm. qui est capitaliste. Ça, voilà, ça fait quand même, on est quand même tous au courant. Et c'est un système qui est basé sur une liberté de marché et tous les principes que vous pouvez retrouver dans les principes de l'économie, vous pouvez lire Karl Marx, etc. Et donc en fait, c'est un système qui a comme finalité l'argent et non la santé ou le bonheur, qui sont Mm. d'ailleurs deux choses qui sont intrinsèquement liées. Et à partir du moment où je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte d'énormément d'arnaques qu'on nous sert au quotidien et depuis 50, 60 ans, où en fait on nous vend la santé sous forme de gélules, de barres protéinées, sous forme d'énormément de choses. Et en fait, c'est souvent l'opposé de la Mm. santé. Et il y a des mécanismes très simples qui font que ça ne fonctionne pas. Je dis n'importe quoi, mais tu vas avoir un multivitamine de bas de gamme, en fait, qui est absolument pas biodisponible. Donc ouais, on te dit, ah bah tiens, voilà, prends tes vitamines, en fait tu vas absorber que dalle. Tu dis, ok, donc là je paye pour rien, et tu commences en fait à voir ça dans différents domaines. Et donc là, je me suis dit, bah, finalement, l'optimisation, ça sert à rien que j'aille chercher le micro détail. C'est très intéressant, moi je peux le faire pour moi ou je peux répondre à des questions à ce sujet-là. Mais en fait, non, non, la vraie mission que j'ai, c'est déjà d'aller à la base des choses et de reprendre en fait les bases. Le sommeil, l'alimentation. L'alimentation, c'est pareil, on a chié sur les graisses saturées, Ouais. on t'a dit que les œufs, il y avait du cholestérol. En fait, toutes ces bases-là, déjà les reprendre et remettre les choses, l'église au centre du village. Et ce, pareil, sur un petit peu tous les domaines. On ne parle pas assez voilà, de l'impact des écrans, des lumières bleues sur le sommeil. Ça commence, il y a des choses qui évoluent, mais pour moi, il y a encore un travail qui est énorme. Et moi, j'en ai clairement fait ma mission de vie, c'est-à-dire ramener le naturel et la santé vraiment fondamentale dans la vie des gens. Et c'est assez complexe, mine de rien. Oui. Donc, d'où le nom Optimize by Igor, qui était à la base une optimisation plutôt un petit peu la fin de la chaîne pour aller Mm. chercher un petit peu le truc en plus, et qui aujourd'hui est revenu en fait aux principes fondamentaux basés sur la santé naturelle. Et donc, l'optimisation, en fait, on peut la définir comme globalement vivre comme nos ancêtres vivaient, Ouais. donc beaucoup plus proche de certains principes fondamentaux. Et là, on me dit souvent, oui, mais Igor, tu regardes nos ancêtres, il y a 2000 ans, 10 000 ans, l'espérance moyenne, c'était Mm. 42 ans, alors comment tu réponds à ça? Et évidemment, enfin, c'est des choses qui sont complètement stupides, dans le sens où, en fait, ce qu'on a vraiment... Enfin, déjà, il ne faut pas cracher sur la médecine. Moi, je ne crache pas sur la médecine. La médecine a énormément d'avantages, on a développé plein de choses et c'est génial, mais on allait juste beaucoup trop loin avec la médecine allopathique, avec les médicaments. La réponse, tu vois, pour cette histoire de 42 ans, c'est que en fait, la plupart des morts déjà à l'époque, c'était des morts en fait, enfin c'était la mortalité infantile. Mm. Quand tu regardes la mortalité infantile, elle était beaucoup beaucoup plus élevée, c'est qu'ils faisaient énormément de morts à 0 ans. Et en fait, il faut comprendre aussi autre chose, ce n'est pas parce qu'on vit jusqu'à 100 ans qu'on vit jusqu'à 100 ans en bonne santé. Ce qu'il faut Ouais. regarder, c'est jusqu'à où les populations arrivaient à être en bonne santé, etc. Et dans tous les cas, même, ce n'est pas vivre le plus longtemps dans le meilleur état qui est forcément synonyme de santé, c'est avoir le plus d'énergie aussi pendant les années où tu es censé en avoir. Moi, en fait, je troque tous les jours une vie à 90 ans en étant en mauvaise santé pendant 90 ans. Je préfère tous les jours une vie à 60 ans, mais en fait en ayant énormément d'énergie, en ayant Ouais. toutes mes capacités. Et je préfère une vie pleine et riche et en forme jusqu'à 60 que en fait de 30 à 90 être sous perf, là moi je vois mes grands-mères, hein, c'est une trentaine, 50 médicaments, et elles sont maintenues en vie, mais enfin, franchement, avec tout l'amour que j'ai pour elles, bah, on dirait des zombies, quoi. Ouais. Est-ce que c'est vraiment sain? Est-ce que moralement on est dans des bonnes choses? Je crois que j'aurais préféré les voir vivre d'amour et d'eau fraîche, et peut-être s'éteindre à 60 ans dans de bonnes conditions, tu vois. Ouais. Ok. Une question juste avant de. Tu vois, c'est vraiment un parallèle qui en soi n'a pas grand-chose à voir, mais en même temps si.
que j'aime bien poser, une petite question que j'aime bien poser, c'est est-ce que si tu en avais eu l'occasion, tu aurais aimé vivre dans une autre époque? Bah, si je dois faire ma vie entière dans une autre époque, c'est un peu différent parce que Mm. j'aurais forcément aimé mettre un petit coup d'œil dans chaque époque, dans le sens où je suis un grand passionné d'histoire. Il y a trop de questions, tu vois, Ouais, ne serait-ce que, même c'est tout bête, mais juste les dinosaures, tu vois. Genre, c'est des trucs tout cons, vraiment. L'enfant qui est en moi aurait aimé voir un peu ce qui s'y passe, mais ensuite faire ma vie entière à cette époque-là, un peu dangereux. mm, Mais non, je pense pas. Moi, j'ai vachement une mentalité où j'accepte les choses telles qu'elles sont, tu ok. vois. Et donc, j'aurais pas voulu naître ailleurs, naître dans un autre corps, naître, tu vois. J'ai toujours préféré accepter ma situation et en faire le plus possible, enfin, en tirer parti le mieux possible, plutôt que de me dire, ouais, j'aurais préféré faire 10 centimètres de plus, j'aurais Mm, préféré vivre aux États-Unis, être ouais, le footballeur américain, j'en sais rien, tu vois. Moi, je me suis toujours dit, non, non, Igor, t'as as énormément de chance d'avoir la vie que tu as et tu vas en tirer parti. Vivre à une autre époque, euh, en fait, non, franchement, je pas forcément envie, même si en termes de santé, peut-être qu'il y a d'autres époques où. Enfin, c'est vrai que juste le fait, moi, un truc qui me tue un peu, c'est de savoir que en fait, quasiment tous les cours d'eau sont pollués, oui. que enfin, c'est très compliqué de trouver des produits frais, à part si tu les fais pousser dans ton jardin ou certains producteurs. Mais par exemple, tu vas trouver une tomate qui n'a pas de résidus de pesticides. T'as beaucoup de choses comme ça où ça devient complexe de retrouver le vrai goût des choses. Et moi, je me rapproche, enfin, de plus en plus. euh, du bonheur dans les choses simples. Et la dernière fois, tu vois, je suis parti courir. Et en rentrant de mon run, je suis passé à côté d'une rivière. Et elle me donnait tellement envie, tu vois. Tu vois, Ouais. une eau dynamique comme ça qui bouge, t'as chaud, c'était pendant la période de canicule. Mm, Et mon corps, il me disait, mais bois, Igor. Mais non, enfin, tu vois, je savais que bah, là, ouais. je buvais là, le lendemain, j'étais à l'hôpital, tu vois. Mm, Et parce que c'est une autre ville avec des égouts, des résidus médicamenteux, enfin, voilà, toutes les merdes que tu peux retrouver. Et ça, c'est vrai qu'il y a juste ce côté-là où on sait qu'il y a quelques milliers d'années, tu avais encore notamment énormément d'arbres millénaires, on n'avait pas encore déforesté toute l'Amérique, mm, ne serait-ce qu'il y a encore du coup 500 ans, tu vois, l'Amérique c'était encore énormément d'arbres, énormément de forêts, énormément de nature. Et il y a quand même une partie de moi qui rêve un peu de ça parce que aujourd'hui le mode de vie que j'ai envie d'adopter, c'est clairement un mode de vie où je m'achète une petite maison à la campagne, mm. j'ai un petit terrain, j'ai des poules, j'ai un potager. Évidemment, voilà, je peux travailler en ligne. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué enfin, tu es obligé de payer en fait tout le temps des impôts, etc. Je ne suis pas du tout contre tout ce système, mais c'est une réalité où tu peux pas juste t'exporter et disparaître, tu vois. Mm. Donc, puis c'est pas forcément le but non plus. Tu as de la famille, tu as envie de. Voilà. Mais du coup, forcément, il y a des moments où je rêve un petit peu tu sais, des films que tu vois un petit peu à Oui. l'ancienne, où ils ont leur lopin de terre, leurs vaches, leurs animaux, et puis en fait vivre un peu plus dans la simplicité avec ta famille, quoi. Ok. Ok, ok. Très bonne réponse. Et toi? C'est un d'ailleurs, je suis curieux. Moi, justement, c'est le côté où, oui, j'aurais aimé vivre dans une autre époque, mais c'est juste à cause d'un seul truc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est tous les écrans en fait. Ouais. Toute la technologie, en fait, il y a un côté où ça nous rapproche, mais il y a un côté où ça nous éloigne tellement. Et je pense que les choses sont bien faites, justement, c'est pour ça que moi, je dirais pas que non, oui, j'ai envie de vivre dans une autre époque, parce que je suis un peu comme toi, tu vois, les choses sont bien faites, je pense qu'on est à notre place et que tout est à sa place finalement en soi. Mais c'est ce côté où tous les écrans, tout ça, c'est vrai que j'aurais aimé vivre sans. Mm. Mais en Ouais, même temps, j'aurais une vie ça, complètement différente. c'est ça. Mais je suis d'accord, hein, moi, c'est ma seule addiction. C'est genre les écrans Mm. et, euh, et elle me détruit. Elle me détruit en vrai. Genre, c'est un peu obligatoire parce que je vais être amené, et c'est déjà un peu le cas, à vivre des réseaux. Oui, t'es Et donc, obligé. j'ai pas le choix. Euh, mais Dieu sait que j'aimerais pouvoir faire sans. Euh, mais ce serait passer à côté d'un certain confort de vie. Mm. Et même dans ma mission de vie, j'ai accès à ces outils-là. Ma mission de vie, c'est quand même d'aider les gens à être en meilleure santé, donc à être plus heureux via la santé naturelle. Et en fait, j'ai cet outil qui permet de communiquer à des milliers de personnes, tu vois, genre c'est un truc Oui. qu'on m'en fout, mais encore là, tu vois, sur Instagram, je suis à plus d'1 million de vues sur les 30 derniers jours. Mm. Enfin, comment faire autrement en fait? Je pourrais aller sur les places des villages de tous les villages de France, qu'il me faudrait 14 vies pour Ouais, parler à 1 million de personnes, tu vois. c'est Et là, c'est sûr. en 30 jours via des réels de cons, tu vois. Donc ouais, mais c'est marrant pourtant, là on est en train de tourner un podcast, Mm. tu te diriges quand même vers les réseaux, et donc tu as quand même choisi ça un petit peu comme moi par dépit, c'est Mm. ça? Bah, pas par dépit, parce que ça m'a toujours intéressé, tu vois, et c'est ce qui m'a influencé, la lecture, les podcasts, tout ça. Mais tu vois, rien qu'une valeur, par exemple, dans le podcast,
qui dissocie ce côté podcast où on va faire de l'industrie du podcast, entre guillemets, à un podcast comme j'ai envie de le faire moi, c'est que si on remarque sur mon podcast, il n'y a pas un seul podcast avec un invité où l'invité n'est pas assis à côté de moi. Mm. Et tu vois, ça c'est un côté où j'ai envie de ne jamais faire des podcasts en visio, parce que déjà je trouve la qualité est un peu dégradée, et surtout bah, tu as beaucoup moins de connexion avec la personne que si tu la vois. Parce que là, d'accord, on parle pendant les 2 heures du podcast, sauf qu'avant on était à la salle avant, on s'est parlé à la salle, t'es arrivé chez moi, on a parlé un Mm. petit peu, et voilà quoi. Ouais, c'est génial. Oui, c'est vrai que c'est pas juste tu te connectes au Zoom et. C'est Bah ça. écoute, je pense qu'il y a toujours des choses à prendre de chaque rencontre. Et là, je suis en train de travailler sur un projet de podcast avec un ami qui est justement aussi dans la santé naturelle, l'optimisation, un sportif également en calisthénie. Mhm. Et je trouve que ça fait beaucoup de sens. Donc écoute, je vais lui en parler. Je vais lui dire, on comptait faire ça à distance, mais se mettre chacun dans la nature parce qu'on Mhm. habite assez loin. Oui. Mais franchement, je pense qu'on peut s'organiser en fait peut-être plutôt 2-3 jours où je vais le voir chez lui, étant donné Mhm. que je suis quand même assez flex sur mon emploi du temps. Et pendant 2-3 jours, en fait, justement, on peut beaucoup plus vivre ensemble et avoir ces temps d'échange en les filmant. Et en fait, en étant tous les deux dans la nature, ça permet de ne pas avoir besoin de connexion aussi. Mhm. Donc écoute, tu vois, je vais m'inspirer de cet échange et je vais lui en faire part parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, on a beaucoup de problèmes techniques et peut-être que c'est juste l'univers qui nous dit, mais en fait, Ouais. mettez-vous ensemble, vous n'aurez plus de problèmes techniques et ça se passera mieux, quoi. Bah, en fait, tu as pas mal de contraintes à faire ça, parce que forcément, il y a plein de gens avec qui j'aimerais faire des podcasts, mais où bah, faut que je prenne un billet d'avion pour aller le voir, tu vois. Ouais. Donc oui, certes, ça met des contraintes, mais je me dis qu'au dépit de ces contraintes, bah, au moins je rencontrerai des gens. Et tu vois, si j'ai envie de faire un podcast avec, je sais pas, là, c'est Mathieu Delarue, qui est un nutritionniste là, qui est merde, l'autre côté, pas en Amérique, en dessous, j'ai oublié le nom, Dans quel en pays? Argentine. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup Oui, en. oui, et qui est en Argentine, tu vois, si j'ai envie de faire un podcast avec lui, bah ok, je vais aller en Argentine, mais au moins je vais pouvoir visiter l'Argentine, et je pense que en plus du Trop podcast, dommage, ça me fait trop visiter, quoi. relou. Oh là Tu là. vois, c'est un exemple parmi Ah, tant d'autres, hein, ouais. mais Non, mais par contre, c'est... là où enfin, je te rejoins fortement, c'est le côté connexion. Oui. Et il y a des choses qui se passent quand enfin, quand les personnes sont toutes dans une pièce, Mm. qui se passent clairement pas à distance. Donc, Ouais. bah, écoute, ouais, je t'encourage et je te dis, ça me fait revoir ma vision du podcast et donc je pense que je vais proposer à mon ami de plutôt passer le voir, justement d'en profiter pour bah, en fait nouer des liens et faire ça ensemble. Je Mm. trouve que c'est une très bonne idée. Du coup, je lui en parle dès ce soir. Ok. Je reviens sur le côté Optimize by Igor, du coup. Au niveau nutrition, comment est-ce que toi tu t'as appris, comment est-ce que tu t'es formé et comment est-ce que tu as dissocié bah, tu vois, sur Internet, maintenant, on peut trouver t'as des gens qui vont dire ah, les graines de chia c'est trop bien et tu vas scroller et tu vas voir oh, les graines de chia c'est atroce. Ouais. Comment est-ce que tu dissocies le bon du mauvais et comment est-ce que tu as appris en général en soi C'est une très bonne question, parce que c'est le gros piège Ouais, des réseaux. En fait, si tu trouves. Il y a deux questions en une. En fait, la première question, c'est comment je me suis formé. Et la deuxième question, c'est comment tu dissocies le vrai du faux. Comment je me suis formé, à la limite, c'est pas le plus intéressant. Moi, j'ai démarré il y a une dizaine d'années. Et c'était vraiment par des formations classiques. Donc, en fait, ça a démarré par STAPS, kiné, ok. qui, oui, ont des parties nutrition. Et d'ailleurs, voilà, celle de STAPS, par exemple, c'était très décevant. Donc, j'ai commencé à me former de mon côté, bah, vraiment via Internet, livres, Ouais. vraiment des grands classiques de la nutrition. Et que je me rappelle que quand j'ai ouvert STAPS, j'ai fait attends, quand est-ce que j'apprends un truc? Parce que j'avais déjà des bases. Donc Ouais. voilà, c'est parce que c'est pas le domaine. Et là, j'avais été bien déçu. J'avais demandé à un pote qui était en kiné. Et là, ça avait été vraiment intéressant, ce qu'il voyait en kiné, parce que c'était beaucoup plus développé. Et bon, pour info, c'était licence STAPS. J'imagine que ceux qui vont plus loin, c'est peut-être plus poussé. Mm. Mais, et puis c'était à l'époque, du coup, c'était il y a 8 ans à peu près, 8-9 ans. Et ensuite, en fait, j'ai jamais arrêté de me former, donc via plusieurs formations privées. Même à l'heure actuelle, je fais partie du centre de l'Hormèse, Ok. qui est un centre initialement de naturopathie qui est porté par Pierre Dufraisse et qui donc forme aussi en nutrition. Donc ouais, ça a été beaucoup de formations privées, de livres. Et j'ai démarré pendant les 7 premières années avec une approche très inspirée de ce qui se fait en bodybuilding. Donc je me suis d'abord parti sur la nutrition générale, où vraiment tu apprends les bases. Ensuite, je suis allé vraiment dans ce qui était bodybuilding. Ok. Et puis, je pensais avoir tout compris quand j'étais dans le bodybuilding. Et en fait, après, j'ai changé complètement. On peut parler quasiment d'idéologie parce que j'ai découvert en fait des nouveaux penseurs, des nouveaux livres, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles études. Et c'est là où je suis allé dans une pensée qui est
Les gens qualifient ça un peu plus d'ancestral. Du coup, moi, c'est dans la nuance un peu, c'est dans la mouvance, pardon, un petit peu de la naturopathie. Mais en gros, en deux mots, c'est fuir enfin, c'est privilégier, du coup, plutôt que fuir, on va dire privilégier les ingrédients bruts, Ouais, de saison, locaux et bio. ok, En gros, c'est vraiment ça la base, ces quatre trucs-là. Et ensuite, c'est quand même basé sur le principe euh, où les légumes, aujourd'hui, vont être quand même très pauvres en nutriments quand tu les trouves dans les producteurs locaux, parce que les terres ont été extrêmement appauvries, donc tu ne retrouves pas forcément tous les nutriments que tu avais il y a 100 ans. Et puis surtout, le problème des légumes, c'est que tu vas avoir beaucoup d'antinutriments, oxalates, tannins, des choses qui vont par exemple limiter l'absorption du zinc, qui vont vraiment être. Tu vas retrouver aussi ce qu'on appelait à l'époque les antinutriments. Maintenant, il y a des noms pour chacun d'entre eux, ce que tu retrouves aussi dans les aliments complets, donc dans le son d'avoine, son de blé, etc. Et donc qui permettent de moins bien absorber d'autres nutriments. ok, En fait, quand tu fais tout un mix sur les légumes, moi j'ai rien contre les légumes, hein, j'en consomme quotidiennement, mais avant je consommais toujours allez, 5 légumes par repas, sans regarder la qualité. ok, Et en fait, en faisant ça, j'absorbais full tanin, oxalate, lectine et compagnie. Donc en fait, ce sont les défenses végétales, hein, tout simplement, qui sont mauvaises pour l'organisme. Et j'avais aucun nutriment. Parce qu'en fait, ma salade que je prenais à la laitue sous plastique iceberg, trouve-moi un nutriment ouais, biodisponible là-dedans. C'est vide. Et en plus, bah, tu as full pesticides, etc. Du coup, en fait, je me gavais d'eau avec des pesticides et des antinutriments. hmm, En fait, j'avais très peu de nutriments pour beaucoup de merde. Et donc, c'est là où je fais ok, en fait, j'arrête les légumes. Mais non, c'est pas forcément la solution parce que tu as aussi des choses intéressantes. Et en fait, tu regardes, tu as toujours une question de nuance. Mange plein de légumes, mange pas de légumes. Non, en fait, mange peut-être certains légumes, donc déjà des légumes de saison. Généralement, les saisons sont bien faites. hmm, Quand c'est des légumes de saison, c'est souvent des légumes qui sont locaux. Quand je parle de locaux, je parle moins de français, parce que en fait, si ça pousse à l'autre bout du monde, c'est que c'est la saison là-bas, mais pas forcément ici. ouais, Donc c'est pas forcément ce dont tu as besoin sur le moment. Et puis après, évidemment, on évite tout ce qui est pesticides. Il y a énormément de perturbateurs dans les pesticides. Et en fait, quand tu fais ça, tu peux consommer juste deux trois légumes, portions de légumes par repas. ok, T'as pas besoin d'avoir 40 000 légumes, mais deux trois portions de légumes par repas. Tu essaies d'avoir un peu de diversité, mais surtout de la qualité. qualité, ouais. Donc des légumes qui sont de la meilleure qualité possible, parce qu'en fait, dans un seul légume de qualité, tu vas avoir plus de nutriments biodisponibles que dans 10 légumes équivalents de qualité Ouais, piètre. ok, Du coup, autant en consommer qu'un, parce que j'aurai beaucoup moins d'antinutriments et de pesticides que si j'en consomme 10 fois plus, pour avoir le même nombre de nutriments, mais avec beaucoup plus d'antinutriments et de pesticides. Donc de cette base-là, du coup, tu réduis un peu ton apport en légumes, et surtout tu choisis mieux tes légumes. Ensuite, c'est un régime qui est quand même basé sur beaucoup de viande rouge. Pourquoi? Ça c'est pareil, c'est très très controversé la viande rouge. La viande rouge de mauvaise qualité est mauvaise. Point. Il n'y a pas de problème là-dessus. La viande rouge d'élevage, le poulet sous antibiotiques, tout ça, c'est des merdes pas possibles. Je suis tout à fait en accord avec ça. En revanche, une viande rouge de qualité issue de pâturage, etc., c'est une excellente source de protéines, profil d'acide aminé complet. C'est une source de phosphore, de coenzyme Q10, excellent pour les mitochondries, de zinc, de sélénium. En fait, tu vas même avoir la source de fer, donc fer héminique, qui est la source de fer la plus biodisponible. Donc en fait, tu as une bombe de micronutriments avec des protéines complètes dans la viande rouge. ok, Donc je vais sûrement pas m'en passer. Et aujourd'hui, tu peux trouver des viandes rouges à des prix corrects. Quand tu te rapproches de certains producteurs qui vendent les bêtes entières, et dans ce cas-là, tu vois, tu congèles, tu en prends 30 kilos, mais tu congèles. Tu vas retrouver les abats, où j'ai encore fait un réel à ouais, ce sujet-là, où j'en ai eu pour 6,50 € le kilo, alors que enfin, ça vaut 10 fois vos gélules, même des meilleures marques de micronutriments. Et donc voilà, c'est quand même basé là-dessus. Et je crois que je me suis un peu écarté de la question. Le fait est que moi, je me suis formé de cette manière-là, principalement formation privée et livres sur les années. On m'a souvent demandé, oui, tu veux pas faire un BTS d'esthétique? Premièrement, j'ai déjà regardé les cours, c'est vraiment très très loin, hein. J'ai beaucoup poussé mes formations, donc c'est très très loin de mon savoir, on est vraiment sur des bases, c'est assez terrible. Et deuxièmement, c'est pas du tout ce que je prône. Ils vont encore te prôner, tu vois. J'étais encore à la salle tout à l'heure, désolé, je sais plus comment s'appelle la stagiaire, oui, mais voilà, elle te dit manger du poulet dans un truc budget. Alors que du coup, le poulet, il sera full antibiotique, full OGM, il aura mangé des céréales, du soja, donc il aura un profil riche en oméga 6 qui est hyper inflammatoire. Je veux bien quelque chose que ce soit budget, mais sur sa affiche, il n'y a même pas il y a même pas les abats. ouais, Où sont les abats? Alors que les abats, ça coûte entre 3 et 7 € le kilo, et ils sont même pas forcément mentionnés. Bref, il y a plein de choses comme ça où la diététique classique
Moi, je suis pas en accord. Elle se base beaucoup sur les recommandations de l'OMS, qui, pareil, sont pour moi complètement à l'ouest. Et d'ailleurs, ça y est, on a enfin du changement. On a eu le changement de la pyramide alimentaire Oui. récemment. Et enfin, on va vers des choses qui sont un peu ce que je prône moi depuis plusieurs années. Et on s'en est rapproché, hein. Tu vois, on a mis la viande rouge qui a changé vachement. On a eu un peu une inversion de la pyramide alimentaire. Et en fait, moi, je me battais un petit peu contre ces personnes-là. Et maintenant, elles sont obligées d'accepter que finalement, c'est peut-être plutôt notre mouvance qui avait raison. Et enfin, pour répondre à la question de comment démêler le vrai du faux sur les réseaux, il faut comprendre que ce que je vous dis là, il faut sûrement pas le prendre pour acquis. Tout ce que je vous ai dit à l'instant, c'est pas parce que j'ai des connaissances, c'est pas parce que j'ai le physique que j'ai, c'est pas parce que j'interviens dans des conférences, que j'ai fait pas mal de conférences, que je donne des cours régulièrement aussi, que c'est la vérité. Déjà, la vérité, il n'y a pas de vérité universelle. La vérité, elle dépend de vous et de votre terrain et de chaque personne. Il y a des personnes qui peuvent être véganes parce qu'elles vont avoir une capacité à récupérer les protéines végétales. Et il y a des personnes qui vont avoir un tiers de cette capacité et donc pour qui ça ne va pas fonctionner. Il y en a qui vont avoir des gènes qui vont s'exprimer et qui vont permettre de digérer l'amidon, d'autres non. Chacun a son terrain. En fait, on est tous uniques. Alors il y a des tendances en fonction de d'où vous venez, etc. Mais on est tous uniques, ce qui fait qu'il n'y a pas une seule vérité générale. On peut avoir des vérités comme par exemple 1 gramme de lipides égale 9 calories ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de vérité sur quel est le meilleur régime pour vous. Donc ce que je vous invite à faire, c'est dans tous les cas de privilégier les produits bruts, ça vous ne pourrez jamais vous tromper, Mm. d'éviter tout ce qui est pesticides, etc. Ça, il n'y a personne qui va dire non, je ne suis pas d'accord, etc. Mais ensuite, pour tout ce qui est protéines, lipides, quelle source, etc., je vous invite à essayer en fait. Essayez différents types de régimes, vous voyez comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez une plus belle peau? Est-ce que vous avez plus d'énergie? Est-ce que vous avez des problèmes de digestion? Euh, voilà, il faut vraiment essayer et se renseigner par soi-même, comparer un peu les différents régimes, voir ce qui fait le plus de sens pour vous. Enfin, je parle de régime, je déteste ce mot, mais comparer les régimes alimentaires, je voulais dire, Mm. et voir lequel fait plus de sens pour vous. Moi, j'ai trouvé celui qui fonctionnait le mieux, c'est-à-dire que au début, j'ai testé pas mal de choses, et quand j'ai adopté le régime que j'ai aujourd'hui, eh bien, c'est là où j'ai le mieux performé à l'entraînement, c'est là où je me suis senti avec le plus d'énergie, sans forcément de changement dans d'autres facteurs. Quand j'ai rechangé, j'ai repris un peu de gras, je me sentais un petit peu moins bien, je suis revenu, je me suis ressenti mieux, donc vraiment j'ai fait des tests, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire que mon régime me convient le mieux. Maintenant, je ne dis pas qu'il convient le mieux à tout le monde, mais Mm. j'invite les gens à l'essayer et puis à se faire leur avis eux-mêmes. Et j'ai connu des gens dans le monde sportif qui fonctionnent bien, notamment moi j'ai un régime où j'aime pas forcément avoir trop de carbs en dehors de l'entraînement. Et donc j'ai connu des gens qui explosent, enfin qui sont hyper performants avec énormément de carbs sur toute la journée, tu vois, et qui ont des Ouais. physiques incroyables, qui ont tous les traits que je donnerais plutôt à ceux qui vont avoir mon mode de vie ou mon alimentation, et pourtant ils ont une alimentation qui est complètement différente et ça leur convient. Qu'est-ce que je vais leur dire à ces gens-là? Ah bah non, arrête tout, t'as tort. Ah non, lui ça a l'air de parfaitement fonctionner pour lui, donc continue, Mm. bravo, tu vois. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, au final tout le monde est différent, quoi. Complètement. Ouais. L'alimentation, en fait, quand tu vas un petit peu aux racines de l'alimentation, euh, on a beau être tous humains, Mm. on fonctionne mais tellement différemment. Et en fait, quand tu vas vraiment au niveau de l'expression génomique, tu te rends compte qu'on n'est pas Mm. égaux face à plein de choses. Et, euh, et donc, un conseil ne peut pas forcément fonctionner pour tout le monde. Ok. Tu parlais tout à l'heure des abats et tout ce qui est comme ça, enfin, les cœurs, tout ça d'animaux. Souvent, ça rejette les gens par l'aspect que ça a, Mm. par l'odeur que ça a ou la texture que ça a. Quel conseil tu donnerais déjà pour tester une première fois? Est-ce qu'il y a des recettes ou des façons de cuisiner la chose? Ouais. Ben, déjà, il faut bien se mettre en tête que c'est pas quelque chose que l'on n'aime pas par nature. Ok, C'est quelque chose qu'on nous a appris oui. à détester. C'est quelque chose qu'on nous a appris à ne pas aimer. Ça remonte à pas si longtemps, hein. Là, je te parle pas des hommes de la préhistoire. Mm. Ma grand-mère, quand ils mangeaient un lapin, tu penses qu'ils mangeaient uniquement le côté du lapin alors que c'était en période de guerre et qu'ils avaient galéré à trouver? Bien sûr que non, ils mangeaient tout. Mm. À l'époque, elle m'en reparlait en fait à midi, c'est pour ça que j'en parle. Ok. Ils chassaient les lapins, ils mangeaient tout, évidemment. Et c'est ce qu'il y a de plus riche en nutriments. Finalement, le muscle, c'est ce qu'il y a de plus pauvre. Parce que même au final, même la peau, c'est riche en lipides, etc. Les abats, c'est ce qu'il y a de plus riche. Donc déjà, il faut comprendre que c'est une construction qui s'est faite à peu près à la génération de nos parents, où on a commencé à enlever les abats des boucheries gentiment, et on a commencé en fait, mais c'est complètement... Enfin, il faut vraiment prendre un pas de recul, manger du steak haché et du blanc de poulet, c'est que nous, hein, Mm. dans l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est notre échelle, hein. Ça a 30 ans, ça a 40 ans.
Donc déjà, il faut comprendre que par nature, on a toujours mangé ça, on a toujours aimé ça. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est juste que vous n'avez pas mangé depuis petit. Et moi, je pense que dans une envie de bien manger et de manger pas cher, faites partie de ceux qui réapprennent, enfin, qui réapprennent à aimer ça. Euh, Notamment, moi, les rognons, au début, j'ai pas trop aimé ça, tu vois. Mais en fait, plus tu apprends à manger des aliments qui ont du goût, qui sont forts, plus tu finis par les accepter. C'est comme un enfant à qui on n'a Ouais. jamais donné un aliment, oh, ben, j'aime pas, etc., etc. Mais non, mais en fait, continue d'en manger et tu verras bien, tu vois. Quand t'es jeune, t'aimes aucun légume, t'aimes rien, etc. Donc déjà, partir du principe que c'est normal si vous trouvez ça un peu fort. Et ensuite, il y a des choses qui aident énormément quand même. C'est d'abord démarrer par le cœur, par exemple. Le cœur, que ce soit d'agneau, de bœuf, ça a aucun goût. Genre, c'est pas du tout le goût un peu fort ou ferreux d'abat. Le cœur, c'est un peu comme un steak. La consistance est particulière. On n'a pas forcément l'habitude, encore une fois, on n'a pas mangé. Mais ça n'a pas de goût particulier. Moi, je fais cœur, sel, poivre, je me régale. C'est comme un steak. Voilà. Donc ça, déjà, c'est parfait. Ensuite, le foie, c'est un goût un petit peu particulier. On aime, on n'aime pas. Moi, je pense que encore une fois, on peut apprendre à aimer. Et sinon, on le met dans des salades. Tu vois, par exemple, le gésil de volaille. Ça, il y a des gens qui sont complètement contre les abats. Ils adorent le gésil de volaille. Tu vois. Hmm. Donc, gésil de volaille, déjà, il y a des trucs de fou à faire avec. Et ensuite, ça dépend aussi de comment vous le cuisez. Donc là, je vous invite à tester de le cuire différemment. Il y en a qui le mangent cru aussi. Mais déjà, le cuire un peu différemment, plus ou moins, par rapport au foie, ça va aider. Moi, je sais que la moutarde avec le foie, je trouve ça trop bon. Ok. Donc par exemple mettre de la moutarde. Et ensuite le cheat code, notamment par rapport au rognon, je pense qui est un des abats les plus forts, c'est la crème fraîche. Ok. Mais comme tous les plats qui sont un peu trop forts, un peu trop relevés, la crème fraîche, ça permet vraiment d'aller faire des recettes qui permettent d'adoucir en fait, donc de mijoter avec de la crème fraîche. Et ensuite, bah, moi je vous invite, je mange suffisamment d'abats, mais je vous invite à regarder les recettes de grand-mère, comment ils les faisaient mijoter, ils les mettaient dans les ragoûts, etc. Je sais que par exemple, quand on fait du lapin par exemple en sauce, par exemple chasseur ou des choses comme ça, bah, les abats, moi je les ai toujours mangés même quand j'étais petit et que j'étais pas encore fan des abats, parce que je trouvais que c'était super bon, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est d'abord se réhabituer. Et ensuite, Ouais. il faut trouver des petites recettes. Et moi, j'utilise pas mal la crème fraîche, la moutarde. Et sinon, le cœur, besoin de rien. Ok. Et après, j'ai testé pas mal d'abats et je sais pas tous les cuisiner, notamment les joues de bœuf. Hmm. Je trouve ça Bon, très ça. très fort, mais bien cuisiné, c'est excellent. La cervelle. Hmm. La cervelle, pareil, moi je sais pas le cuisiner. Donc moi je suis qu'au début de tout ça. Je mange juste régulièrement du cœur et du foie et des rognons. Et avec ça, en fait, ça me permet d'avoir suffisamment de repas pas chers pour que je me permette ensuite d'avoir de la bonne viande de pâturage à côté. Ok. Et Oui. vous me verrez jamais manger du poulet. Le blanc de poulet, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Hmm. Ce que je mange, ça va être. Enfin, ça peut arriver hein, évidemment de temps en temps, mais ce que je vais manger, ça va être des poulets au moins label rouge ou bleu blanc cœur. Donc des poulets entiers que je vais cuire. Et d'ailleurs, ça m'embête parce qu'ils enlèvent tout le temps les abats. Ah oui. Ils enlèvent les abats alors que Ouais. c'est des Pour poulets faire entiers. joli, quoi. Ouais, exactement. Alors que bah, c'est dommage, c'est vraiment de la bonne viande, quoi. Hmm. Ok. Ok, ok, très bien. Si tu devais donner trois conseils, juste, tu vois, sans forcément rentrer dans les détails, mais vraiment trois conseils que tu as appris, tu vois, en essayant d'optimiser ta vie et celle de tes clients, Ouais, clients coachés, ouais, trois hacks, entre guillemets, qui vont vraiment t'aider dans la vie en soi. ouais. Même si c'est Euh, dur d'en choisir trois, ouais, je c'est dur pense, d'en mais choisir trois, mais tu sais quoi, je vais me lancer. Je dirais que le premier hack, et je vais essayer d'en donner aussi. Bah, le premier en tout cas, c'est un hack qu'on entend rarement. Donc je le donne parce que je trouve qu'il a d'autant plus de valeur qu'il n'est pas forcément toujours entendu. Ça va être un mélange de marche et d'exposition au soleil. ok, Donc ça va s'adresser à tous ceux qui vont être dans des bureaux la journée et donc qui ne vont pas forcément s'exposer au soleil et qui vont être assis. Donc on va régler le problème de quand même beaucoup de personnes qui travaillent en bureau. ouais, Tous ceux qui travaillent sur des chantiers ou qui sont beaucoup debout, qui marchent beaucoup, qui sont en extérieur, ça ne va pas forcément s'adresser à vous, mais il y a une majorité de la population qui travaille en bureau. Pourquoi ce hack? Donc le hack, en quoi il consiste? C'est simplement en ayant un certain nombre de pas réalisés en extérieur pendant la journée. Donc par exemple, ça peut être voilà, classique, hein, les 10 000 pas. Mais le but, ça va être de les séquencer le plus possible. Parce qu'en fait, être assis toute la journée et faire 10 000 pas d'un coup, c'est mieux que de ne pas les faire, mais ça n'a pas trop de sens au niveau métabolisme. ok, Par contre, faire 10 fois 1000 pas dans la journée, donc c'est-à-dire que par exemple, chaque heure de travail, je vais marcher 1000 pas, c'est-à-dire quelques minutes, là c'est incroyable, là c'est excellent. Ça va être excellent pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait, ça va lutter contre la sédentarité. On sait que voilà, rester assis une demi-heure, une heure, bah, c'est bien de se lever, d'aller marcher. En fait, ça va juste réactiver l'organisme, pardon, ça va nous faire bouger, notamment de marcher après les repas.
Donc là, ça va être vraiment pour tout ce qui est impact sur la glycémie, diabète, etc. Et ensuite, ça va permettre de s'exposer au soleil. Quand je dis marcher, c'est d'aller marcher dehors. Moi, je le fais vraiment extrêmement régulièrement dans la journée. Au minimum 3 fois dans la journée, je vais marcher et m'exposer au soleil. Pourquoi? Pour la deuxième raison qui est l'exposition au soleil. Le soleil, en dehors de tout ce qui va être en fait d'être le précurseur de la vitamine D, enfin de permettre d'être un précurseur de la vitamine D qui va agir pour le système hormonal, donc tout ce qui est testostérone, qui va agir au niveau du système immunitaire, donc l'hiver c'est essentiel. Ça va agir au niveau pareil, de la sérotonine, etc., l'exposition au soleil. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui va jouer sur les différents systèmes et on est des êtres qui sont faits pour être au soleil une partie de la journée. Et on y reviendra, peut-être c'est un sujet aussi. Pas cuire en bronzant 8 heures à la plage sous indice UV10. On n'est pas fait du tout pour ça, mais on est fait pour être régulièrement au contact du soleil parce qu'on a vécu pendant des milliers d'années dehors en fait, tout simplement, et on était forcément exposé au soleil régulièrement. Donc ce que ça va faire, c'est qu'en s'exposant régulièrement au soleil, vous allez régler votre horloge biologique, donc votre rythme circadien, et c'est ça qui va permettre d'avoir un sommeil réparateur de qualité, c'est ça qui va permettre d'avoir une régulation notamment du coup au niveau alimentaire aussi, via la sécrétion d'hormones comme la gréline qui va donner faim, etc., qui va permettre la digestion. Donc en fait, en s'exposant régulièrement au soleil, c'est la base de votre métabolisme, donc c'est pour ça en santé naturelle, on est vraiment là-dedans, c'est vraiment la base d'un fonctionnement normal du corps. Alors que être 8 heures par jour dans un bureau avec des vitres, donc pas d'exposition directe au contact du soleil et d'être assis, c'est le pire. Et voilà. Ensuite, la marche, c'est la base de tout. En fait, on dit que la première chose avant l'alimentation, avant le sommeil, alors que le sommeil on le met souvent premier, et ben en fait, on dit que c'est le mouvement. Parce que le mouvement, c'est la C'est qu'on base de oublie. tout. Ouais. C'est la base de la vie. Sans mouvement, on n'aurait pas, la vie ne serait même pas sur Terre. Mm. En fait, les premières choses, c'était des microbes, des bactéries en mouvement, issues de protéines, etc. C'est le mouvement d'atomes en fait qui a créé tout ça. Donc le mouvement, c'est l'initial de tout. La récupération vient après le mouvement. Et d'ailleurs, je vous invite à essayer de faire votre meilleure nuit de sommeil si vous n'avez pas bougé de la journée. La nuit, elle ne sera pas réparatrice. Ouais. Donc tout vient du mouvement. Donc le fait de bouger tous les jours, donc faire à peu près, voilà, ça dépend des profils, encore une fois, il n'y a pas de règle, 10 000 pas, ça va être bien pour la majeure partie des gens, mais ça peut être 6 000 si vous êtes déjà un gros sédentaire, peut-être avec des problèmes de surpoids, comme ça peut être 15 000 dans mon cas, ou dans le cas de Pierre, où vous êtes très sportif, etc. Donc oui, donc je pense que la première habitude, qui est donc une habitude tu vois, qui est multiple, hein, tout le temps c'est multifactoriel, ça joue sur plusieurs choses, c'est de sortir marcher le plus régulièrement possible dehors dans la journée. Moi je sais que je reçois beaucoup de messages vocaux sur Instagram, j'ai pas mal de choses que je gère sur WhatsApp avec différentes personnes, et donc en fait dès que je sors, enfin dès que je dois répondre, plutôt que d'être assis sur ma chaise, c'est ce que je fais généralement quand je travaille, et ben, je sors dehors, marcher, répondre, et je te dis à peu près une fois par heure, une fois toutes les 2 heures. Et ça me permet d'avoir à la fois une activité physique et en même temps de m'exposer au soleil régulièrement avec plein de petits pics pour avoir une horloge biologique la mieux réglée possible. Ok. Donc ça c'est le premier. Je vais aller plus vite sur les autres, promis. Le deuxième c'est l'alimentation. Vraiment ça voilà, c'est connu, celui-là pour le coup il n'est pas inconnu, mais juste vraiment manger en fait des produits bruts. Et j'irai à la limite si je dois détailler un petit truc dans l'alimentation, c'est faire la chasse aux oméga 6. Ok. Ah bah voilà, je crois qu'elle s'est éteinte, non? Non, c'est normal. Ok, donc faire la chasse aux oméga 6. Donc ça, c'est vraiment le piège. C'est un long sujet, mais globalement, donc les oméga 6, ça va être ce qui va créer de l'inflammation. Et l'inflammation, c'est un peu le problème de notre ère. Dans le sens où, en gros, la sédentarité crée de l'inflammation, le stress chronique crée de l'inflammation, le manque de sommeil crée de l'inflammation, justement le fait d'avoir trop d'oméga 6 crée de l'inflammation. En fait, c'est cette surinflammation qui crée toutes les maladies chroniques dégénératives qu'on peut avoir globalement. En fait, ça va toujours avoir un impact négatif, ça va avoir un impact négatif sur la dépression, ça va avoir un impact négatif, en fait, sur tous les systèmes. Et comme on a déjà le stress chronique, le sommeil de mauvaise qualité, notamment dû aux écrans, etc., et bien dans l'alimentation, ça va être vraiment les oméga 6. Donc ça va être les oméga 6 que tu vas retrouver donc, dans l'huile de tournesol par exemple. Et en fait, si tu regardes n'importe quel produit industriel, tu peux me citer n'importe quel produit industriel, dans 90% des cas, tu vas retrouver une de ces huiles végétales qui va être de très mauvaise qualité, qui va être raffinée, qui va être chauffée, qui va être du coup très très inflammatoire. Tu vas le retrouver autant dans les Princes que dans les Kellogg's, que dans les chips, Ok. que en fait dans n'importe quel produit industriel. Donc ça c'est la chasse un petit peu aux oméga 6 et c'est pas forcément se complémenter en oméga 3 comme on le voit évidemment
faut voir qu'à la fin, c'est beaucoup d'argent tout ça. Mais ce qu'on va te dire, c'est oui, il y a un ratio oméga 3, oméga 6 à respecter, donc complémente-toi en oméga 3 pour éviter cette inflammation. Hmm. C'est partiellement vrai, et là c'est hyper intéressant. C'est partiellement vrai, mais c'est la deuxième règle. Si on regarde la règle par rapport aux oméga 6 et oméga 3, la première règle, c'est vraiment ne consomme pas trop ni d'oméga 3, ni d'oméga 6, ni d'oméga 9. En fait, aujourd'hui, si on arrive à équilibrer un ratio de 1 pour 2 oméga 3, oméga 6, Ok. eh bien, en fait, on sera beaucoup trop haut à la fois en oméga 3 et en oméga 6. Ok. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est de toute manière trop haut en oméga 6 et on est de toute manière trop haut en oméga 3. Donc, rééquilibrer la balance, c'est mieux que rien. Mais ce qu'il faudrait faire, ce serait avoir cette balance qui soit beaucoup plus basse. Aujourd'hui, on a des balances en moyenne qui sont de 30 pour 1 pour le français, au lieu d'un pour 2. Donc rééquilibrer la Ouais. balance, c'est mieux. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste réduire les oméga 6. On ne veut pas forcément beaucoup plus d'oméga 3, sûrement pas en gélules, etc. Mais si tu manges du poisson gras, par exemple des sardines, du saumon d'élevage, pardon, de sauvage justement, bah, tu vas avoir des bonnes sources d'oméga 3. Tu en as aussi dans certaines huiles végétales, l'huile de lin, l'huile de colza, un ratio qui est correct quand elle est vraiment extraite à froid, hein, et pas frite ou dans des produits industriels, justement, elle reste correcte. Et donc avec tous ces produits-là, tu peux avoir suffisamment d'oméga 3 pour ne pas avoir à te supplémenter. Moi, je déconseille la supplémentation. Mais il faut qu'à côté, pour avoir le bon ratio, il faut que tu baisses ton apport en oméga 6. Et en vrai, ça se fait assez simplement en évitant justement les produits transformés. Ok. Donc ça, c'est vraiment, voilà, niveau alimentation, c'est manger brut et chasser les oméga 6. Et ensuite, un troisième conseil, qu'est-ce que ça pourrait être? Le troisième conseil est vraiment un truc fondamental. Je me rappelle, un jour, j'avais fait une liste de 10. Hmm. Donc il faudrait que je retrouve. Bah, c'est vrai que la marche et l'exposition au soleil, finalement, ça en fait deux. Donc En soi, oui. on va en faire deux, plus l'alimentation. Je pense qu'avec ces trois-là, quelqu'un qui marche régulièrement, donc qui a une activité physique régulière, même si elle est modérée comme la marche, qui Hmm. s'expose au soleil toute la journée et qui a une alimentation qui n'est pas pro-inflammatoire, déjà, il va tellement, il va Ouais. déjà être en train de survoler le reste des gens en termes de santé, alors que c'est trois habitudes qui sont très simples à mettre en place. L'une se passe au supermarché ou au marché quand on fait Hmm. ses courses, et l'autre, c'est simplement prendre l'habitude de se lever régulièrement et d'aller au soleil marcher. C'est vrai que c'est un conseil que on entend très peu souvent, là, ce que tu viens de dire, c'est de séquencer justement c'est les fameux 10 000 pas par jour que tout le monde veut faire, mais que tout le monde fait au final d'un coup, quoi. Oui. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on n'avait pas beaucoup entendu et très intéressant. Au niveau de l'exposition au soleil, moi j'aimerais bien, on a un sujet sur lequel je suis très en accord avec toi et que je me tue à expliquer aux gens. C'est le sujet de la crème solaire que je vais te laisser expliquer parce que tu l'expliqueras sûrement mieux que moi. Bah la crème solaire, c'est un sujet, hein, surtout en ce moment. Là, je sais pas si tu as vu Ouais, sur Instagram, j'ai fait quand même. Alors, j'ai pas encore trop parlé de ça. Là, j'ai parlé des coups de chaleur qui avaient déjà, fait j'avais fait un story, ouais. ouais, Ouais. ah oui. Si, j'ai fait un réel récemment sur les crèmes solaires. Bref, Mm. le problème des crèmes solaires, là, j'ai prévu un réel react à une dermato justement qui en parle. Mm. Il est multiple. En fait, il est multiple parce qu'on on s'est trompé de fonctionnalité, on s'est trompé de pourquoi on utilise la crème solaire de base. En fait, les gens considèrent que le soleil est un danger et qu'il faut se prémunir du danger via la crème solaire. C'est pas vrai. Le soleil est un stresseur, au même titre que le sport est un stresseur. Et, euh, et en fait, l'exposition au soleil, elle est pleine de bénéfices. Ça, il faut bien comprendre. Le soleil, c'est un allié. Point. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Ce qui peut être un ennemi, c'est la brûlure par le soleil. Et cette brûlure, elle survient, comme dans le sport, quand on s'entraîne trop fort, Mm. elle survient quand on va avoir une exposition qui est prolongée. Elle survient quand on va avoir un corps qui n'est pas préparé au soleil. Mm. Elle survient quand on se met à risque. Donc, par exemple, on s'expose aux heures où les UV sont les plus forts. Donc là, on va mettre les choses cartes sur table dès le début. La crème solaire, c'est mieux que la brûlure. Voilà. Comme ça, on va pas m'attaquer trop, etc. Je préfère quelqu'un, s'il va s'exposer de toute manière et qui va brûler, je préfère qu'il mette de la crème et qu'il ne brûle pas une fois, plutôt qu'il brûle. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit s'exposer à des brûlures tous les jours et donc mettre de la crème tous les jours. Et donc voilà, problème de la crème solaire, il y en a deux. Donc déjà, ça va être un perturbateur endocrinien. Donc en gros, on va retrouver deux produits en gros, qui sont dans les recettes de crème solaire. C'est dioxyde de zinc, j'ai plus exactement les deux noms, mais qui vont refléter les UV et qui sont directement des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on sait que le derme, c'est un organe qui absorbe et on ne retrouve pas forcément tout, mais on retrouve une partie de ce qu'on met sur la peau dans le sang.
Mm. Et en fait, on n'a pas les mêmes filtres qu'on peut avoir dans l'estomac par rapport à ce qu'on mange, qui vont éliminer certaines choses. Dans le derme, on n'a pas de filtre. Alors, il y a un peu de filtre avec, par exemple, les poils, des choses comme ça, et les premières couches de derme vont être un filtre. Mais c'est pour ça que toute la cosmétique, ce qu'on va mettre sous nos aisselles, tout ça va être absorbé. Et c'est pour ça qu'il y a tout un pan de mon accompagnement qui est là-dessus. Mais avec la crème solaire, c'est pareil. La crème solaire, elle va avoir donc deux produits qui vont être pour refléter les UV qui sont cancérigènes et qui sont des perturbateurs endocriniens. Et ensuite, le reste de la crème solaire, on peut avoir des produits comme la glycérine, qui elle n'a pas forcément d'impact négatif sur la santé, bien que on n'en mangerait pas, donc pourquoi est-ce que j'en mettrais sur ma peau? Mais en tout cas, elle n'a pas forcément d'impact démontré. Par contre, il y a aussi d'autres produits pour l'odeur, donc du parfum, des choses comme ça. Pareil, tout ça, ça rentre dans le derme. C'est des produits qui sont négatifs, qui ne sont pas bien traités par l'organisme et qui vont causer des perturbations au niveau de l'organisme. Ça, c'est le premier problème de la crème solaire, c'est que c'est un produit chimique qui est efficace pour refléter les UV et donc protéger des coups de soleil, des brûlures. Ça, c'est vrai, mais ça reste un produit chimique, donc on évite de se l'appliquer. La deuxième chose, c'est que la crème solaire va empêcher le corps d'avoir accès à certains UV qui sont essentiels. Je vous parlais de sortir, s'exposer au soleil. Justement, en fait, les dermes, donc on va voir une captation qui est double, c'est par la rétine, enfin autour de la rétine et par le derme, des UV du soleil pour régler l'horloge interne et synthétiser la vitamine D, etc. Et la crème solaire vient en fait bloquer ce système. Donc par cette action qui est double, qui est d'abord de s'étaler un produit chimique cancérigène perturbateur endocrinien sur la peau, et la deuxième action qui est de bloquer les UV qui sont essentiels pour l'organisme, et bien c'est pour ça que je déconseille la crème solaire. Pour aller plus loin, en fait c'est la façon dont on s'expose au soleil qu'il faut changer. C'est simple. Ouais. Si on s'expose, déjà on évite de s'exposer entre midi et 16 heures. Alors déjà aller à la plage et s'exposer en plein cagnard, elle est là l'action dangereuse en fait. Elle n'est pas évidemment du coup bah oui tu dois mettre de la crème solaire parce que tu t'exposes en plein soleil. Mais c'est parce que tu ne respectes pas les précautions de s'exposer au soleil. Mais si vous vous exposez quelques heures par jour avec une, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas forcément quelques heures d'un coup, mais exactement comme la marche, plusieurs fois par jour, régulièrement, vous avez tous les bénéfices et vous n'avez pas les problèmes. Si vous devez vous exposer à une heure par exemple, à un moment où les indices sont très forts, ben vous faites comme on faisait avant. Vous mettez un chapeau, une chemise en lin, qui est l'équivalent, s'il est assez dense, d'un SPF 50, donc vous n'allez pas prendre de coups de soleil, et vous n'aurez aucun perturbateur endocrinien, vous n'aurez aucun produit cancérigène, vous n'aurez aucune merde, parce que vous allez mettre du lin sur votre peau, et un chapeau. Et là, vous n'aurez pas de coups de soleil. Il y a une autre astuce, pareil, qui ne coûte rien, qui est gratuite, donc c'est pour ça que ça emmerde un peu les industries, et qui n'est pas cancérigène, c'est de vous mettre à l'ombre. Voilà, donc on achète un parasol, voilà, on met un parasol, et puis on se met à l'ombre d'un arbre. Et voilà, c'est pas extrêmement complexe de se protéger du soleil, même quand il fait chaud. Si on est en randonnée, on a un chapeau, on a des manches longues. Et encore une fois, on peut s'exposer plusieurs heures par jour au soleil sans cramer. Juste si on évite l'indice UV 10, 11, 12, qui va arriver vraiment au milieu de journée. Si on évite de s'y exposer pendant 6 heures d'affilée, donc on va trouver un coin d'ombre, Mm. on discute un quart d'heure au soleil, on va un quart d'heure à l'ombre, Ouais. on met une chemise. Et en fait, en faisant tout ça, moi je n'ai pas eu besoin de mettre de crème solaire de l'été et je n'ai pas pris un seul coup de soleil. Et en fait, c'est là où on se trompe. C'est que les gens, ils veulent s'exposer 8 heures par jour Mm. en allant à la plage, mais c'est là le problème. C'est pas le soleil, c'est ta mauvaise exposition. Et enfin, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé aussi, c'est l'exposition progressive. Donc la nature est extrêmement bien faite. Moi, j'ai commencé à m'exposer. En fait, j'ai jamais arrêté de m'exposer depuis l'été dernier. Et s'exposer, ça ne veut pas dire cramer toute la journée au soleil, mais c'est-à-dire que faire les vocaux torse nu comme je peux le faire, je le fais un peu tous les jours. Forcément, ça demande d'avoir un mode de vie adapté, Mm. mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet hiver, l'indice UV était à 0. Ensuite, l'indice UV est passé à peu près vers mi-février à 1, fin février à 2, mi-mars à 3, de manière très progressive. Donc le fait de m'exposer régulièrement, comme le sport, Ouais. il ne me viendrait pas à l'idée de faire un deadlift à 300 kg demain. Et je dirais pas, oui, c'est la faute du sport. Ben non, c'est ma pratique qui n'a pas été adaptée. Et bien vous, si vous n'avez pas été exposé de l'année et que vous arrivez tout blanc aux îles Canaries sous un indice UV 12 et que vous restez l'après-midi sans crème solaire, ne me dites pas que c'est le soleil le danger. C'est Ouais. votre exposition qui est dangereuse. Ouais. Et ça, en fait, on vient faire les mêmes raccourcis. C'est comme si quelqu'un fait 8 heures de sport dans la journée. Le lendemain, il est cassé, il est blessé, il va avoir mal partout, etc. Et on va dire, oh là là, ne faites pas de sport. Regardez, il a fait 8 heures de sport hier et il se sent pas bien aujourd'hui. Donc ne faites surtout pas de sport. Non. Peut-être faites du sport de manière adaptée, démarrez par 45 minutes, 30 minutes, avec vos charges, vos poids, et Ouais. ensuite vous pourrez monter 1 heure et demie, 2 heures, mais on ne démarre pas par 8 heures de sport. Le soleil c'est pareil, si vous exposez 15 minutes, 20 minutes, aux bons horaires, que ensuite vous remettez un linge, que vous remettez à l'ombre, que vous alternez entre l'ombre et le soleil, eh bien vous pourrez vous exposer toute votre vie,
sans avoir de problème sans avoir à mettre de produits cancérigènes sur votre peau. Voilà. Ouais. Ouais, c'est surtout les gens passent de UV0 à UV8 d'un coup, quoi. Parce qu'ils Du ont une jour au semaine de lendemain. vacances en juin et qu'ils Ouais, veulent en profiter pour être le plus bronzé possible quand ils reviennent. ouais, Donc du coup, ils n'ont pas le choix. Mais c'est pas comme ça que notre corps a été fait. ouais. Et c'est pas comme ça que notre corps a été conçu. Mm. Euh, Est-ce que du coup, dans toute ta construction autour de l'optimisation, t'as jamais eu peur de justement tomber dans la prison, entre guillemets, de l'optimisation et de suroptimiser ta vie et d'être vraiment un petit peu trop coincé et de tout le temps trop réfléchir à ah ouais, mais si je prends ça, ça va pas être bien, tout ça. Hmm. Est-ce que tu as déjà eu des peurs comme ça ou des ressentis? Bah, c'est une question qu'on me pose pas mal. Et en fait, plus tu vas dans l'optimisation, plus tu apprends à te connaître, plus tu vis à l'instant en fait. Ok. Donc par exemple, moi je suis pas un grand fan de la chrononutrition, qui est donc ce domaine de la nutrition où on va privilégier certains timings pour manger. En fait, moi je mange quand j'ai faim. Et si un matin je me lève et j'ai pas faim, c'est pas parce que les 5 derniers jours j'ai mangé ce petit déj que je vais remanger ce petit déj. Mm. Si un matin j'ai super faim, je vais manger plus. Si un matin je veux des fruits, je vais manger des fruits. Si un matin je veux rien manger, je vais rien manger. Tu vois. Donc en fait, quand tu vas le plus loin possible dans l'optimisation, tu te rends compte que en fait, c'est pas forcément extrêmement prise de tête, mais que c'est plutôt une reconnexion à soi. Donc forcément, quand je vais accompagner des gens ou créer des programmes personnalisés dans l'optimisation, je vais demander aux gens de respecter des choses parce qu'ils ne sont pas encore reconnectés à leurs besoins. Mm. Mais en fait, c'est surtout une reconnexion aux besoins, à la finalité et ce vers quoi j'amène les gens. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez que souvent les enfants ils sont très connectés à leurs besoins. Donc si un enfant te dit j'ai pas froid, il ne faut pas que tu lui mettes un manteau de force. Par contre, c'est ton rôle de parent, s'il te dit j'ai pas froid mais que tu vas t'absenter 2 heures et qu'il va rester 2 heures sans toi, de lui dire bah écoute t'as pas froid maintenant mais je te pose ton manteau là. Tu vois, c'est plus le message de prévention que tu dois faire. Eh bien c'est la même chose pour plein de sujets. Par exemple quand on était petit et qu'on jouait dehors et qu'il faisait chaud, qu'on était au soleil toute l'après-midi, eh bien, il y avait ce moment-là où on s'en rappelle tous, 17h, fin d'après, on a joué dehors, on a couru, on va chez nous et on boit, alors c'est très bizarre le geste, mais on boit des litres et des litres d'eau et on se pose sur le carrelage frais dans la maison. C'est justement, c'est ton corps qui te dit, bah écoute, t'as été bien au soleil, t'as eu bien chaud. Et ça, bizarrement, on n'arrive plus à le ressentir. On va contre ce sentiment, on reste frire toute l'après-midi sur la plage, Mm. alors qu'avant on écoutait ce sentiment, on allait se mettre à l'ombre, on rentrait, on allait s'hydrater, etc. Et donc moi, ce que j'invite les gens à faire, et la finalité pour moi de l'optimisation, c'est une reconnexion à ces sensations. C'est manger quand on a faim. C'est en fait ne pas se dérégler, regarder des écrans et en fait aller dormir quand on est fatigué. Donc en fait c'est plutôt se placer dans un cadre sain, parce que ton corps, je sais même pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont encore reconnectés à ça, mais naturellement le corps le soir il est fatigué. Mm. Et il y a un moment où il te dit, mec, va dormir. Et si tu es à l'écoute de ça et que tu n'es pas en train de scroller, eh ben, ton corps il va naturellement aller t'endormir. Et un temps d'endormissement moyen, ça devrait être moins d'une minute, moins de 2 minutes. Tu vois, si tu n'as rien qui te trotte en tête, quand Ouais. ton corps il est fatigué et que la fatigue vient et que tu prends le premier train de la fatigue, et en fait ton corps il s'endort hyper vite. Et donc en fait, moi ce que je vais inviter les gens à faire, l'optimisation pour moi, c'est placer ton corps dans un cadre idéal, dans un cadre sain, et ensuite d'être à l'écoute de ses besoins. Ça Ok. pour moi c'est genre le nirvana, tu vois. Et en fait quand tu te rends compte que ton corps il sait parfaitement te parler et que tu as juste à l'écouter, ça demande quelques années quand même. Mais pour moi, c'est ça l'optimisation finale. On en était sur la question, c'était par rapport à l'optimisation, si j'ai pas peur de m'enfermer, etc. Mm. Et en fait, donc c'est parce que on va avoir du coup un peu les différentes visions de l'optimisation dont je te parlais. Euh, Il y a donc celle qui va être l'optimisation souvent via la data externe. Bon, là, je pas ma montre, mais ça va être vraiment se connecter avec le plus de data possible, monitorer chaque entraînement, chaque récupération. Et ça, c'est ce qu'on peut faire dans l'entraînement vraiment de haut niveau. Mais c'est ce dont je m'éloigne le plus en fait. Ces derniers temps, je suis vraiment en train de changer parce que c'est ça qui me parle le plus, vers une reconnexion à soi et vraiment plus l'optimisation par la nature en fait. Et d'ailleurs, je porte plus beaucoup ma montre connectée, tu vois. Ouais. Elle est pratique à l'entraînement pour les hémobs. Parfois, quand mon sommeil est un peu décalé, j'aime bien le retraquer pour Mm. voir un peu où j'en suis, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai réussi à savoir que je marche suffisamment. Parce qu'en fait, ça sert à quoi que je vois que j'ai 15 000 pas tous les jours si en fait tous les jours je sors de toute façon déjà beaucoup marcher. Pareil, si mes nuits elles sont réglées, il n'y a plus besoin de les traquer. Donc en fait, pour moi, la montre, par exemple, connectée, ça va être un très très bon outil. Quand tu n'es pas encore dans un mode de vie qui est optimisé et que tu veux aller vers là, ça va être un très bon outil pour voir, ok, est-ce que ce que je mets en place, ça fonctionne? Est-ce que j'ai des répercussions? Qu'est-ce qui fait que je fatigue? Ok, là j'ai mangé une pizza à 22h, je vois que mon sommeil il est catastrophique. Tu vois, pour comprendre, je trouve que c'est trop bien. Et donc c'est Mm. pour ça que je ne vais pas cracher sur ces outils. Par contre, pour moi, la finalité,
il n'y a pas besoin de ces outils dans la finalité. Le Ok, nirvana, pour moi, comme je te dis, c'est d'être à l'écoute de son corps et donc de plus être dans ces outils, quoi. ok, trop bien. Donc en fait, tu es à l'inverse du stress, d'ailleurs parce que ce serait complètement con de se battre un peu contre toutes les sources de cortisol et en fait de s'en rajouter une via le tracking, quoi. Ouais. Aussi, tu avais un défi que tu fait il y a pas, bon, il y a quelques temps un petit peu, mais pas très longtemps. Au niveau, du coup, on a parlé, je pense, des bénéfices sur l'exposition au soleil que tu voulais véhiculer à travers ça, mais sur les baignades que tu faisais tous les Ah matins oui, pendant 50 jours. ouais. Ouais, ouais. Bah, alors ce défi, j'ai fait 30 jours tous les jours. Et ensuite, je suis passé à un jour sur deux jusqu'à tout l'hiver en fait. Ok. Donc je l'ai fait plusieurs centaines de jours. Euh, En fait, c'est génial hein, parce que là, je commence à avoir fait une année entière Hmm. dans justement tout ce qui est optimisation, mais plus le côté naturel. Et on dit souvent qu'une année dans la santé naturelle, ça permet d'avoir en fait eu toutes les saisons. Et c'est pas pour rien que les années marchent en années, que les cycles marchent en cycle. Et en fait, quand tu fais une fois le cycle, tu comprends beaucoup de choses. Et j'ai trouvé génial, c'est que ce que je faisais cet hiver, donc je faisais donc des bains froids dans la mer tout Hmm. l'hiver, avec des températures où je suis allé à du ressenti -7 en extérieur. L'eau n'est jamais descendue sous les 11 à peu près, je crois. Hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que là, par exemple, on a eu un épisode de caniculaire il y a quelques semaines, j'ai rien ressenti. Et c'est d'une part parce que je me suis habitué en étant beaucoup dehors et en m'entraînant dehors Ouais. progressivement à la chaleur, en m'entraînant en plus donc dans des conditions qui sont encore plus difficiles, mais c'est également lié à la thermorégulation que j'ai développée cet hiver. Et moi, cet hiver, c'était la première année où je faisais autant de bains froids. D'habitude, chaque année, j'en fais un petit peu, je fais tout le temps des douches froides. Hmm. Mais là, je faisais vraiment de l'immersion en bain froid. Et à côté, donc, j'ai aussi fait des bains beaucoup plus froids lors de plusieurs événements. Et je voyais déjà comment mon corps tolérait le bain froid, c'était formidable. Et surtout, en fait, la thermorégulation, comment mon corps, en fait, est capable de gérer les températures. Et depuis cet hiver, j'ai toujours ressenti, ah, il fait froid, mais j'ai pas froid. Hmm. Ah, il fait chaud, mais j'ai pas chaud. Ou alors, j'étais en état d'acceptation. Par exemple, j'ai fait une vidéo là, qui a un peu buzzé récemment, où je dis que justement, là c'est en plein épisode de canicule, je suis en train de m'entraîner, que je suis sur le bitume brûlant, que je suis Hmm. en train de m'entraîner, et que j'ai pas chaud. Et les gens me disent, ouais, mais t'es en train de suer, t'es tout rouge. Mais justement, en fait, c'est parce que mon organisme thermorégule que je n'ai pas chaud. Hmm. En fait, il ne faut pas confondre, justement, là d'ailleurs, un signe où tu vas faire un AVC ou prendre un coup de chaleur, c'est quand tu ne sues plus. Ok, ouais. Ouais, et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Si à un moment vous ne suez plus dans un effort sportif où il fait chaud, allez directement voir les secours parce que vous risquez la mort littéralement. Par contre, quand vous suez abondamment et que ça veut dire que votre corps il fait parfaitement son rôle en fait. Et en fait, on me dit oui, ben donc ça veut dire que tu as chaud. Mais non, justement, si je ne suais pas, j'aurais chaud. Mais là en fait, je ressens la sueur qui tombe, qui me rafraîchit. Mon corps, je suis en train de l'hydrater en parallèle, tout va bien, pas de stress en fait. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai trouvé géniales, c'est comment le corps est beaucoup plus à même de s'adapter aux situations difficiles quand on l'y place de manière volontaire. Et c'est Oui. donc tout le principe d'Hormèse. C'est moi toute l'année, je ne vais pas être dans un confort. Moi, maintenant, c'est un nouveau cheval de bataille, c'est le confort moderne. Hmm. C'est-à-dire que toute l'année, les mecs, ils sont l'hiver, ils ont des bureaux qui sont chauffés. Leur maison, ils mettent le chauffage. Ils ont en fait des salles qui sont chauffées. Ils sont dans une voiture qui est chauffée. Ils n'ont jamais le froid. Et le peu de moments où ils ont le froid, ils mettent 4 doudounes, etc. etc. Quand vient l'été, ils ont des bureaux climatisés. La salle elle est climatisée, la voiture elle est climatisée. Ils se dorment avec un ventilateur et la clim. Et le moment où ils mettent le nez dehors, oh, c'est super chaud, j'arrive pas à gérer, il fait trop chaud, c'est terrible ce qui se passe. Mais oui, logique. Hmm. En fait, tu as été dans un confort. Toute l'année, elle a été à 22 degrés ou à 19 degrés pour toi. Ben, et oui, forcément, quand il y a un changement extérieur, ben, t'es pas adapté en fait. Mais Ouais. c'est logique. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que tout l'hiver, je vais m'exposer au froid. Et en fait, mon corps, il va parfaitement le tolérer. Et puis l'été, je vais m'exposer au chaud. Et quand il fait très chaud, moi je vois ça encore une fois, on en parlait tout à l'heure, je vois ça comme un challenge. Hmm. Je me dis, mais c'est chouette, il fait super chaud. Comment mon corps va s'adapter en fait? Et j'ai pas eu de clim. Cet hiver, on n'a pas mis le chauffage de l'hiver. Alors qu'on a eu, bon, en vrai, il y a quand même des périodes où c'était un peu chiant, on avait beaucoup de couettes et tout. Mais au global, ça nous a fait tellement de bien que je le referai l'année prochaine. Pas de Ouais. chauffage, c'est sûr. Euh, alors après, voilà, il y en a qui habitent peut-être à la montagne où c'est pas faisable, hein. Je dis pas que c'est pour tout le monde, nous on était à Hmm. Palavas, donc ça descendait jamais sous les 14 dans la maison non plus. Et cet été, je n'ai pas eu pour l'instant d'environnement avec une clim. Voilà, Hmm. j'ai pas eu de clim. Enfin bon, j'ai pas de voiture, mais donc je me déplace en vélo, donc je prends la chaleur, ou à pied j'ai la chaleur, ou en courant j'ai la chaleur. Bah, j'ai super bien vécu le truc. Voilà, après,
ce que j'expliquais, hein, évidemment pour tout ce qui est personnes âgées, enfants ou les travailleurs à risque. Voilà, j'ai par exemple des artisans qui travaillent à la maison, ils ont fait la toiture sous la chaleur, etc. Je ne parle pas de ces personnes-là, il ne faut pas se méprendre sur mon message. Mon message, il s'adresse uniquement aux personnes qui sont en confort toute l'année et qui Mm. viennent se plaindre quand il y a de la chaleur, qu'ils ne soient pas adaptés. Alors que c'est la suite logique. Quand tu as été dans le confort toute l'année, tu ne seras pas adapté à l'inconfort. Alors que moi, je me suis placé dans le confort toute l'année, de par mes entraînements où je me suis entraîné pareil, hein, à l'année en extérieur. Donc quand il pleuvait, je m'entraînais dehors. Quand il neigeait, je m'entraînais dehors. Quand il fait la canicule, je m'entraîne dehors. Donc voilà, forcément, je vais beaucoup mieux subir le fait de marcher en pleine canicule. Moi, j'ai jamais eu chaud. Ouais. Et c'est là où je me dis que c'est fou. Je voyais les gens, ah, j'en peux plus, c'est trop dur. L'hiver, ah, il fait trop froid. Moi, je dis ma vie. Mm. Et je me dis, mais c'est génial que le corps soit même de nous offrir ses capacités. Et le corps humain, il est tellement plus puissant que ce qu'on laisse croire aux gens. Et il faut savoir que ça a des impacts extrêmement bénéfiques sur la santé de toutes ces expositions. En fait, comment expliquer ça? Le fait d'avoir une thermorégulation qui est comme ça, et dès qu'il fait un peu froid ou dès qu'il fait un peu chaud, tu es dans la merde, ou le fait d'avoir une thermorégulation comme ça va avoir des impacts sur tout l'organisme, Ouais. tout le métabolisme. Et en fait, c'est que des impacts bénéfiques sur toute la gestion de tout. Et donc en fait, c'est comme ça que tu fais les mecs qui sont les plus costauds, les plus solides, etc. C'est ceux qui sont les plus soumis à des stress comme ça et qui prennent le temps de récupérer derrière. Tu vois. Mm. Donc mettez-vous un peu en inconfort. Exactement, mais bien C'est sûr. ça. C'est complètement Mm. un inconfort. Alors attention, c'est pas un inconfort permanent Oui. parce qu'on veut de la récupération, mais c'est exactement comme le sport. C'est pour ça que je suis passé des bains froids tous les jours à un jour sur deux parce que tous les jours c'était une trop grosse fréquence. Mm. C'est comme le sport. Et en fait, comment tu expliques que moi, là demain, je peux faire 1000 tractions, après-demain, j'ai pas de courbature? Oui. Ben parce qu'en fait, ça fait des années que je fais des tractions. Alors que si toi, enfin donc bon, toi ça marche pas trop bien, mais si je prends quelqu'un qui ne fait pas de traction, qui fait un autre sport, même à haut niveau, hein, si je fais 1000 tractions, il n'a pas l'habitude, donc il va avoir des grosses courbatures le lendemain. Mais en fait, en plaçant dans l'inconfort, en m'entraînant, bah, mon corps il peut beaucoup mieux s'adapter et beaucoup mieux tolérer certaines choses. Et donc tous ceux qui sont venus dans mes commentaires, ouais, on va te retrouver à l'hosto, etc. Mais je me suis entraîné toute l'année pour ça. Mm. Donc c'est comme si demain je faisais 1000 tractions, bah, ça fait des années que je m'entraîne. Et Oui. attention, le message c'est pas vous devez faire tous 1000 tractions demain, vous devez tous vous entraîner sous la canicule demain. Le message il n'est pas là. Le message il est si vous ne vous êtes pas exposé de l'année, c'est normal que vous ne soyez pas adapté. Et donc c'est plutôt un message d'espoir pour la suite. Oui. C'est que là, les années qui arrivent, les canicules, ça va être de plus en plus, Pire en pire. Ouais. de pire en pire. Mm. On fera rien contre. Et on sait très bien que personne ne va se bouger le cul sur le réchauffement climatique. Donc peu importe en plus que vous soyez climato-sceptique, que vous pensiez que c'est normal ou pas normal, le fait est que on aura des canicules de plus en plus tôt dans l'année, de plus en plus chaudes et de Oui. plus en plus régulièrement. Peu importe votre avis, c'est ce qui va se passer. Voilà. Mm. Donc en fait, aujourd'hui, est-ce que vous voulez avoir plus de clim, consommer encore plus et vous plaindre encore plus chaque année et venir m'insulter en commentaire chaque année? Ou est-ce que vous voulez commencer à bouger votre cul et en fait commencer à vous exposer à ces chaleurs progressivement, en vous hydratant, en prenant les précautions nécessaires comme un débutant qui démarre à la salle? Ouais. Et ben moi, je vous invite à démarrer dès cet été, à démarrer l'hiver prochain, à vous exposer au froid également et en fait à être beaucoup plus acteur de votre santé et à beaucoup mieux vous en sortir parce que vous ne contrôlerez pas les éléments extérieurs toute votre vie. Mm. Ok. Voilà. On pourrait parler très longtemps avec Igor, je pense, et ça donnera, je pense, lieu à un deuxième podcast, parce que moi j'avais encore quelques questions, mais bah, le temps est compté un petit peu quand même. Igor, je t'ai dit au début du podcast que je clôturais du coup les podcasts avec une citation de la part de l'invité. Est-ce que tu as eu le temps ou est-ce que tu veux prendre ton temps pour en trouver une? Euh, Bah écoute, je crois que j'en avais noté une. C'est pas une citation qui est forcément connue d'un auteur. Mais Ok. du coup, c'est complètement lié au point qu'on vient d'aborder. Et la citation, c'est cultiver l'inconfort. Ok. Voilà. C'est cultiver l'inconfort car il deviendra votre meilleur allié. Ok. Et en fait, c'est vrai dans tous les domaines. Euh, L'inconfort court terme sera toujours un confort long terme. Et c'est le cas en fait où les gens peuvent vraiment prendre, je pense, s'identifier au cas du sport, où chaque séance peut être inconfortable, même si on aime, hein. Mm. Finalement, on est fait pour être dans l'inconfort. Et bien c'est pour une progression long terme, c'est pour une compétition, c'est pour juste en fait, l'amélioration. Et ça se transpose dans tous les domaines. C'est toujours un peu compliqué, par exemple quand on veut se mettre au froid. Et en fait, l'inconfort, oui, c'est aller dans le bain froid, mais c'est aussi trouver un moyen d'avoir ne serait-ce que du froid, par exemple, Ouais. tu vois. Et donc voilà, cultivez l'inconfort, placez-vous dans l'inconfort dès que vous le pouvez.
pour en fait être plus résilient, Ok, simplement en tant qu'humain. Voilà, cultiver l'inconfort. ok, trop bien. Merci beaucoup Igor de ton temps. Bah, Je merci pense beaucoup. que comme on disait, il y aura à l'occasion un deuxième podcast parce que moi j'ai encore pas mal de questions et tu en avais aussi. Donc moi j'ai beaucoup apprécié le moment, j'espère que toi aussi. C'était génial. On se refait Voilà, ça. Moi, j'ai aussi envie de te poser quelques questions avec plaisir. parce que je pense qu'il y a quelques auditeurs aussi qui aimeraient en savoir plus Mm, sur toi. Donc, écoute, on se refait une partie 2. On laisse un petit peu le temps passer c'est ça. et on se refait une partie 2 quand je reviens sur Brest avec grand plaisir. Merci Allez, beaucoup de m'avoir invité en tout cas. merci à toi. Salut tout le monde. Salut!